Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 ce mercredi 21 décembre. J'espère que vous allez bien, en pleine forme pour ce mercredi. Avec dans le studio aujourd'hui pour m'accompagner et débattre avec vous au 01 40 33 9000 jusqu'à 18h. Amine Sa, élu à La Courneuve et vice-président des élus de France. Bonjour Amine. Bonjour à tous et bonjour Christophe. Bonjour monsieur le vice-président, monsieur Philippe Boriaki, également conseiller régional, co-porte-parole national de l'écologie au centre. Comment ça va mon Philippe, ça fait longtemps. Ouais, non, ça... Ah, t'abuses. Attends, je m'entends pas, voilà. T'abuses, ça fait pas aussi longtemps. Si, ça fait longtemps. Ça fait 2 semaines. On te voit partout, les auditeurs se plaignent, on le voit partout sauf ici. Bah moi n'est-ce pas Amine, c'est vrai, on le voit partout. C'est vrai, chaque auditeur doit donner 1 euro à Boriakiton pour que je puisse revenir plus souvent, parce que ça coûte 35,20 € pour venir vous voir quand même. L'auditeur a toujours raison. Exactement. Toujours. Et je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices de mon absence, mais je vous assure que la semaine dernière, c'était pas possible. Oui. J'avais plein de choses à faire à la région. La semaine d'avant non plus. La semaine d'avant non plus. Si, j'étais venu la semaine d'avant. Ah bon? Non, t'étais pas là. On s'en souvient plus. J'étais pas là. Non, t'étais loin là-bas là. Ouais, j'étais là-bas. J'étais au Maroc. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais au Maroc pour préparer l'équipe nationale pour qu'elle arrive en demi-finale. J'ai fait un vrai taf, vous imaginez pas ce que j'ai fait. Bon, alors de quoi allons-nous parler? De Karim Benzema qui a mis fin à sa carrière internationale. Après, on en sait un petit peu plus sur ce qui a poussé son départ précipité sans dire au revoir à ses coéquipiers de Doha. Karim Benzema est parti fâché visiblement. Et il y a des joueurs de l'équipe de France qui ont demandé à ce que Didier Deschamps puisse renvoyer Karim d'où il vient. On vous donnera les noms tout à l'heure, vous les connaissez probablement. Et puis, on va parler évidemment de cette grève, une nouvelle grève, la SNCF qui empoisonne visiblement la vie des gens, puisque 2 trains sur 3 sont annoncés en circulation. C'est une grève des contrôleurs. Alors les syndicats officiellement n'appellent pas à la grève, mais ils soutiennent en tout cas ces actions individuelles des contrôleurs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir aller passer Noël en famille. Entre 200 000 personnes vont pouvoir se déplacer sur les 800 000 prévus. C'est quand même un petit peu embêtant et de plus en plus embêtant ces grèves. Quel impact sur les fêtes de fin d'année, puisqu'ils promettent de remettre ça également le week-end d'après. La SNCF en fait peut-être trop. On y reviendra. SNCF, c'est les grévistes. Les grévistes, évidemment. Oui, c'est privilégié. Grévistes, font-ils trop on le dit et on en débattra tout à l'heure. Et puis tiens, on parlera d'un sujet, et Boriaki est attendu là-dessus, sur l'augmentation du pass Navigo et un service minimum. À qui la faute, Amine, vous qui prenez de temps en temps le métro, les bus, c'est une catastrophe en ce moment en région parisienne principalement, et pourtant on n'hésite pas à augmenter le pass Navigo qui passera à partir du mois de janvier à 84,20 €. Donc, il augmente de 9 €. Il augmente de 9 € pour un service de moins en moins rempli. Voilà pour ce qui est du programme, c'est parti pour le LJ, bienvenue. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Messieurs, on commence ces petits clins d'œil avec la main sur le cœur, s'il vous plaît. C'est l'anniversaire du roi aujourd'hui. Amine, Philippe, le roi Macron a aujourd'hui 45 ans. Joyeux anniversaire, président, majesté, joyeux anniversaire. 45 joyeux anniversaire à lui. Voilà. Bon anniversaire, il est jeune, hein. Il peut faire un 3e mandat. Ah bah oui. Ouais, si la Constitution lui permettait. Il y a une musique qui est en train de chanter là-dessus. Oui. Tu te rappelles pas Raffarin qui est monté au créneau? Oui. Ouais, mais bon, j'y crois pas. J'y crois pas parce que pour changer la Constitution, il faut la majorité des 3/5 et il a pas les 3/5 du Congrès. Je sais pas. Il y a des choses qui se passent en back-office qui peuvent être surprenantes. Je n'en crois pas un seul. Tu veux savoir pourquoi ça peut passer? On prend les paris. Allez. Voilà, il a tapé. Alors on pariera. Allez, on verra. On sait ce qu'on va parier lui et moi. Je vais te dire pourquoi. On peut savoir, non? La France veut savoir. Non mais je vais vous le dire. Et je vous demande juste de vous projeter 2 minutes dans une science-fiction. Supposons que Macron soit hyper intelligent, je pense que c'est ce qu'il est, et qu'il propose à tous les groupes de l'Assemblée nationale, leur disant, moi, 30% de proportionnel si vous validez un septennat unique. Et là, crois-moi que tout le monde va toper. Oui, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais ça, pourquoi pas, à la rigueur. Mais ce que je veux dire, c'est que pour qu'il puisse faire un mandat supplémentaire, il faudrait... C'est pas l'article sur le septennat qui faudrait changer. C'est l'article sur le non-cumul successif des mandats. Bien sûr. C'est ça. Sauf que je vois pas l'intérêt ni pour la droite ni pour la gauche d'entrer dans ce... 30% de proportionnel pour législative, tout le monde y top. Alors, Philippe, les seuls qui gagneraient vraiment, c'est surtout le Front National. Philippe, très sincèrement,
Georges Malbruno, qui est quand même un journaliste du Figaro bien informé, dans un tweet révélé il n'y a pas si longtemps qu'on se dirigeait plus vers un scénario de dissolution, ça on est d'accord. Oui, et a priori, le président Macron en ce moment est en pleine dépression. C'est ce qu'on nous dit, voilà. Et voilà, le mot démission a été invoqué. Voilà. De Macron. Oui. Alors démission d'Emmanuel Macron, je n'y crois pas un seul instant. Il y a eu une rumeur qui disait, qui laissait entendre que si Emmanuel Macron démissionnait et que du coup l'intérim serait assuré par le président du Sénat, il pourrait en 2027 candidater à un 3e mandat, car le second mandat n'aurait pas été mené à son terme. Les constitutionnalistes disent que c'est une bêtise manifeste. Absolument. Bon, en tout cas, attention, s'il démissionne, l'intérim ne peut pas être assuré jusqu'en 2027. Hein. Non, elle est assurée pendant le temps d'une élection, une nouvelle élection pendant 5 semaines. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où il n'aurait pas été assuré le pouvoir, la présidence de la République jusqu'à la fin, jusqu'au terme de son mandat, cela lui ouvrirait la possibilité d'un 3e mandat. Et visiblement, constitutionnellement, c'est pas prévu par l'Assemblée. La chose la plus probable parmi toutes ces hypothèses que l'on évoque, c'est la dissolution de l'Assemblée. Ça, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table qu'elle va intervenir autour du printemps. Quand je le disais il y a quelques semaines, on n'était pas tous d'accord. Oui, je sais, mais nous on est d'accord ici. Et au printemps principalement, je pense qu'on va laisser passer l'hiver et tout. Voilà. Sinon, dans les clins d'œil, puisqu'on parlait de Georges Malbruno, c'est en 2004 qu'est intervenue la libération de Christian Chenu et Georges Malbruno, qui ont été retenus en Irak pendant 124 jours. Vous en souvenez peut-être, messieurs, ces 2 journalistes retenus en Irak, libérés donc en 2004. Et puis en 1985, c'est le premier resto du cœur inauguré par Coluche. Les restos du cœur, évidemment, qui se multiplient un petit peu partout en France. Retour en arrière à écouter ce document d'archives de l'INA à propos de cette inauguration du resto du cœur. Un grand visionnaire qui était Monsieur Coluche. Dès l'hiver 1985, Coluche se remonte les manches et porte lui-même les victuailles vers l'un des premiers centres de distribution. Il ouvre alors son cœur pour les restos. Il fallait relancer l'idée de générosité parce que aujourd'hui il n'y a plus que des clochards à nourrir, il y a des chômeurs, c'est des gens qui ont une famille, qui ont un foyer. Pour manger, ça m'a beaucoup aidé, aussi bien pour moi que pour les gosses. Je viens depuis 15 jours seulement, mais depuis 15 jours, oui, j'ai mieux mangé, mais j'ai plutôt honte. 3 mois plus tôt, Coluche lançait un appel à la radio avec beaucoup de modestie. Pardon, excusez-moi, j'ai une petite idée comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Sa complice à l'antenne, Maryse Gildas, était alors à ses côtés dans les studios d'Europe 1. Elle se souvient. Je suis émue de repenser à ça, et ça fait 30 ans que ça dure, et tous les ans c'est la même chose, et tous les ans on a la même émotion, et pas tous les ans, c'est quand on en parle, quoi, et c'est généré par lui. Même pour l'épouse de Coluche, ce fut une surprise en écoutant la radio. J'ai entendu comme un spectateur normal, sauf qu'après, il est passé par la maison et il m'a dit « T'as vu ?» Et vous n'étiez pas au courant ? Mais je pense que personne ne l'était. À l'époque, Coluche observe tout simplement ceux qui l'entourent avec son bon sens. C'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture, quoi. Cette opération, qui devait être provisoire, dure finalement depuis 30 ans avec toujours plus de générosité. La première année, on compte 70 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, 1 million de personnes viennent chaque année y chercher de la nourriture. Pour la distribution, 5 000 bénévoles à l'époque et 70 000 à présent. Les paroles de Coluche résonnent encore aujourd'hui. Il imagine déjà la lutte contre le gaspillage. Il imagine déjà tout ce qui va être solidarité, générosité sur les 30 ans à venir. Donc oui, Coluche est complètement visionnaire quand il lance sa petite idée sur les antennes d'Europe 1 il y a 30 ans. Pour entretenir l'esprit de Coluche et stimuler la générosité, une bande d'artistes chante chaque année au profit des Restos du Cœur. Une mobilisation qui ne faiblit pas depuis 30 ans. Un grand visionnaire qui était Monsieur Coluche, messieurs, on est d'accord ? On est pleinement d'accord, bien sûr. Ouais. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il avait envisagé en tout cas que ce serait quelque chose de temporaire et que très vite les pouvoirs publics devraient prendre le relais
dans cette lutte-là. Et malheureusement, on l'a dit, hein, ça fait maintenant plus de 35 ans que ça dure. Et les pouvoirs publics, l'État, n'a toujours pas pris sa part dans cette affaire de la réduction de la pauvreté. Et toujours à propos de Paul Coluche, ça sera là mon dernier clin d'œil, c'est la sortie en 1983 d'un film de Claude Berry avec Coluche. Ciao Pantin. Tu bois pas? Il est dégueulasse ce café. Mais avec quoi t'as fait ça? Mais il est dégueulasse ton café. T'as mis tout? T'es marteau? Tiens, il doit y avoir des œufs dans le frigidaire. Et alors? Et alors, si t'es en cascade, ça va faire une omelette. Non mais va te faire foutre, pour qui tu me prends? Non mais je suis pas ta bonne, hein. Si tu veux te faire un œuf, t'as qu'à te le faire cuire tout seul. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je t'emmerde. Bon, alors tire-toi. Je te dis pas ça pour te foutre à la porte, mais... pour que tu comprennes que t'as rien à faire ici, hein. Tu m'as aidé, c'est sympa. Mais moi, je peux rien pour toi, t'as bien vu, hein. J'ai pas de pognon et je picole. Enfin, mais je t'ai rien demandé, hein. Je sais. Mais t'es là, on sait pas ce que tu veux. Et d'abord, qu'est-ce que tu veux? Rien. Alors tire-toi. Voilà, ciao Pantin, aussi un très bon acteur, hein, l'ami Coluche, il a fait quelques films remarquables, bien sûr, l'ami Coluche. Voilà pour ces clins d'œil d'aujourd'hui. En ce 21 décembre, dans un instant, mon Philippe. Jour de l'hiver. Pardon? Jour de l'hiver. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est le solstice d'hiver. Solstice d'hiver. Et vous savez que c'est la journée internationale de quoi? Bonne question. Tu vas nous le dire, sans doute. De l'orgasme. Ça ne s'invente pas, messieurs, je vous jure, c'est vrai. Voilà. Il faut bien une journée à toute chose, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui. Bon, je vous poserai bien une question, mais on n'a pas le droit à cette heure-ci. On a le droit, t'es fou, quoi? On a le droit à quoi? Bah, on a le droit de poser toutes les questions à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Ah bon? Elles sont posées de manière... En moyenne, un orgasme féminin dure combien de temps? Un féminin, bah ça dépend. Si c'est le masculin qui est en face qui lui donne l'orgasme, il non dure mais pas longtemps. Combien de temps? Réponds à ta question et pas des commentaires. Je me déclare incompétent en la matière. Non, mais je pense que ça doit être 8-9 minutes. Non, 4 secondes. Ah pardon, j'ai pas compris. Pour qu'elle arrive à l'orgasme ou que... Non. L'orgasme dure combien de temps en moyenne? C'est possible, c'est qui vous avez ça où? Voilà, c'est les études, mon vieux. Dans un instant, Valérie Pécresse, rien à voir avec l'orgasme, bien entendu. Présidente de la région Île-de-France, en charge des transports, et on va parler de l'augmentation du pass Navigo. Avec un service minimum, toujours pas. Vous savez que depuis le Covid, évidemment, on a réduit largement les services dans les métros, dans les bus. Le problème, c'est qu'on est en pénurie de chauffeurs. La RATP recherche. Ça va, tranquille? Tu te mouches? Tu te parles à la maison? Donc, évidemment, on en parle évidemment dans un instant. Service minimum. À qui la faute? Là, la grande question, je la poserai à Amine, qui a certainement une idée sur la réponse. Reste avec nous. 01 40 33 9000. Vous, usagers des transports parisiens, eh bien on en parle avec vous de l'augmentation de ce pass Navigo qui passera à partir du mois de janvier à 84,20 € par mois. A tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 et ne cherchez pas ailleurs, il n'y a rien, de toute façon c'est ici que ça se passe pour les vrais débats. On parle vrai, bien sûr, et ce n'est pas qu'un slogan, sur France Maghreb 2 de 16h à 18h tous les jours, du lundi au vendredi, avec aujourd'hui en plateau Amine Saha, élu à la Courneuve, vice-président des élus de France, et Philippe Bouriaki, conseiller régional et co-porte-parole national de l'écologie au centre, qui fait également partie de l'association des élus de France d'ailleurs. Ouais. Donc tu as ton vice-président juste à côté. T'es vice-président? Bah oui. Tout à fait. Bah oui, monsieur. Moi, personne ne l'a dit, moi. Bah voilà, je te le dis, moi. Tu l'apprends. Voilà, tu l'apprends en direct. T'es pas à la page, mon gars. Ouais, c'est ça, c'est pas à la page. En même temps, tu sais, quand on est conseiller régional, on n'est pas à la page de grand-chose. Hein. La preuve. On va parler des transports, puisque c'est le conseil général qui est en... Régional, pardon, qui est en charge des transports. Alors, il est vrai qu'il faut dire qu'il y a eu la période Covid, où évidemment, il y a eu un service qui a été ralenti. Dans le métro, dans les RER, enfin plus dans le métro, pas toute la partie RATP en tout cas, ainsi que dans les bus. Le problème, c'est qu'on est 2 ans après le Covid et que là, le service n'est toujours pas remis à la normale et qu'on augmente par conséquent le pass Navigo de 9 € par mois.
Vous allez dire, c'est peut-être pas grand-chose, mais sur une année, ça commence à faire. 84,20 € pour un service qui reste au ralenti, avec des métros et des lignes métro, des métros qu'on attend parfois 10 minutes, 15 minutes, et des bus qui ne passent pas parce qu'on est en pénurie de chauffeurs. Que se passe-t-il, Amine? Pourquoi une telle augmentation du pass Navigo alors que le service n'est pas à la hauteur? À qui la faute? La faute, elle incombe pas à une seule entité ni à une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités partagées entre la région et l'État et les entreprises les entreprises publiques en charge des transports dans notre pays, en l'occurrence la RATP et la SNCF. Et du coup, d'abord, au départ, on parlait d'une augmentation qui pouvait aller jusqu'à 100 €. Ouais. Donc, on est quand même on n'est pas exactement dans les mêmes proportions que ce qui était annoncé au départ. La problématique que l'on a avec nos transports aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a eu le Covid qui a énormément impacté nos transports en commun. Il y a ensuite de grands investissements qui sont orientés vers le Grand Paris Express, qui est une nécessité évidemment, mais du coup, on déshabille un peu Jacques pour habiller Paul. Donc ça c'est un deuxième constat. Et ensuite, il faut quand même regarder les choses un peu de manière pragmatique. Il y a cette guerre en Ukraine avec les sanctions que l'on a prises ici en Europe qui nous impactent, et donc l'augmentation du coût de l'énergie a un impact sur le fonctionnement de nos transports. Et donc aujourd'hui, c'est pas ça qui est invoqué, Amina, pardon, hein, c'est le manque de personnel. Alors non, mais qui est un manque de personnel, ça doit coûter moins cher dans nos transports. Si vous avez moins de personnel, vous avez moins de coûts. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire tourner le service. C'est quand une entreprise n'arrive pas à assurer les services, ils se prennent des amendes. Là, c'est un deuxième sujet. Là, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi aujourd'hui il y a cette augmentation. Il y a cette augmentation du tarif parce que justement, il y a un trou dans le budget de la région sur la question des transports. Il manque 750 ou 800 millions. 750 millions. Voilà, donc c'est énorme. Donc il faut les trouver. Et donc là, il y a plusieurs. Le budget des transports, il est composé à la fois de subventions de l'État, de subventions pour certains transports de collectivités territoriales, de ce que l'on paye en tant qu'usager, et évidemment de la fiscalité des entreprises. Donc l'État ne veut pas aujourd'hui augmenter la fiscalité des entreprises pour justement venir renflouer ce budget qui est en déficit. Et donc, il y a une responsabilité de l'État de ce côté-là. La présidente de région, avec laquelle je ne partage pas forcément les idées politiques, elle dit « J'ai un trou de 750 millions, il faut que quelqu'un paye ». L'État ne veut pas augmenter l'impôt des entreprises. De l'autre côté, l'État ne veut pas non plus verser de subventions. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Il me reste le troisième levier, c'est les usagers. Je suis obligé d'augmenter le pass Navigo. Au départ, c'est ce que je disais, on évoquait de 75,20 € à 100 €, donc une augmentation de 25%. Finalement, on est autour de 9 € puisque c'est 84,20 € au 1er janvier. Mais on peut imaginer que, compte tenu du fait que ça ne règle pas complètement le problème budgétaire, il va y avoir d'autres augmentations qui vont arriver au cours de l'année, peut-être pourtant, ça découle d'un accord entre l'État, la région et les entreprises, cette augmentation qui est finalement évaluée à 84,20 € au lieu de 100 €. Donc comme quoi, on peut se mettre d'accord quand on veut. Alors, parce qu'il y a eu d'autres leviers qui ont été actionnés. Moi, à ce stade, je ne sais pas quels sont ces leviers qui ont été actionnés. Sans doute que des subventions ont dû être promises, puisque je ne vois que ce levier-là, puisque l'État ne veut pas augmenter la fiscalité des entreprises. Donc, le seul moyen de venir abonder le budget des transports, c'est celui des subventions de l'État. Oui, alors Philippe, il y a quand même un problème, c'est qu'effectivement, on augmente le pass Navigo, avec toutes les raisons que Amine vient d'invoquer, on peut les comprendre. Le problème, c'est que quand on est usager, on a du mal à admettre qu'on puisse augmenter le pass Navigo avec un service qui reste au minimum. Alors, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire aux usagers. Vous savez que moi, je ne fais pas du politiquement correct. Tu sais réellement combien ce que paye l'usager, ce que ça représente dans le prix? Moins de 20%. Voilà. Et attention, j'entends tout à fait celui qui dit ce que tu payes, c'est moins de 20% de ce que ça coûte réellement. Oui, donc c'est d'autres leviers de financement par la publicité, par les collectivités territoriales. Valérie Pécresse s'est battue bec et ongle. Elle a été voir tous les départements, toutes les collectivités pour dire on va faire 7%, 7%, 7%. Chacun va prendre son quote-part à 7%. Tout le monde a dit oui, hein. Collectivité territoriale de droite comme de gauche, département de droite comme de gauche, tout le monde a dit oui. Et elle dit ce qu'il faut, c'est que l'usager ne supporte pas cette augmentation. Et pour ça, il n'y a qu'un seul levier, c'est ce qu'on appelle la fameuse contribution mobilité, et qui doit être votée par le Parlement.
Il n'y a que le Parlement qui peut augmenter ce taux. Et c'est le gouvernement qui refuse. Alors, le gouvernement va mettre un billet de 200 millions d'euros, c'est ce qu'ils ont dit, là, le ministre des Transports. Mais ça suffit pas. Pardon, mais ça suffit pas, parce qu'on a un trou de 550 millions. Donc, on fait comment? Alors, soit on dit, on arrête tout, et là, il n'y a plus de transport du tout. Et là, si déjà vous êtes mécontent dans les conditions, et c'est légitime, hein, le mécontentement. Je te laisse imaginer si d'un seul coup on dit il va y avoir un tiers de moins de transport, là, tout le monde devient fou. Ou on essaie de trouver l'argent. Donc, soit on est tous ensemble et on dit à l'État, vous devez payer votre part, ou alors vous devez nous aider à augmenter le quote-part de la contribution des entreprises, la fameuse contribution mobilité. Ça, c'est un premier point. Ou sinon, on ne peut pas. Et encore, je vais être encore plus loin. Parce que autant tu peux augmenter le quote-part de la contribution des entreprises via une loi, via un vote ou un décret. Enfin, il y a plusieurs méthodes. Par contre, tu peux pas le faire pour les fonctionnaires du public. Ça, on est vraiment un truc de fou. Donc, tu te retrouves avec un service dégradé parce que il y a encore des gens qui sont en arrêt, etc., qui n'ont pas repris depuis le Covid. Et tu retrouves avec du personnel qui est de moins en moins présent et beaucoup de démissions. Alors, moi, j'ai entendu les gauchos monter au créneau, dire « Ouais, c'est à cause des conditions de travail, c'est à cause de Valérie Pécresse. » C'est pas vrai. Je voudrais juste rappeler une chose sur la privatisation qu'on entend parler de la RATP. Par ailleurs, la région n'a rien à voir dans les conditions de travail à la RATP. Du tout, rien. Sur la pseudo-privatisation ou surtout, en vérité, la réelle mise en concurrence. Je voudrais juste vraiment vous donner ces informations parce qu'elles sont capitales pour que tout le monde comprenne comment l'extrême gauche, la France Insoumise et le PC en tête sont en train de manipuler l'opinion publique. Savez-vous quand a commencé la déréglementation des services publics? Christophe, est-ce que tu sais? Il y a quelques années. Hein. Donne-moi une date. Je sais pas, je dirais dans les années 2010. Eh bien, figure-toi que la première loi concernant la déréglementation des services publics, c'est la loi Loti, votée par Sapin du 9 janvier 1993. Ah oui. Elle a été renforcée par la loi SRU, qui est la solidarité urbaine du 13 décembre 2000, mais elle a été actée et finalisée le 28 mars 2000, en vérité, par la Commission européenne. Savez-vous quand est-ce que le statut RATP a été mis en berne? C'est-à-dire que tous les agents qui ont été recrutés n'étaient plus recrutés sous le statut RATP, mais sous le statut de contrat CDI. Ça, il n'y a pas longtemps. 1er janvier 2009, et je le dis tranquillement, parce que vous savez que j'étais agent RATP du 3 janvier 2003 au 17 janvier 2017. 24 janvier 2017, pardon. Donc, j'étais en plein dedans. Et ce truc-là, au 1er janvier 2009, vous savez qui était président de la région? Monsieur Jean-Paul Huchon. Oui. PS, avec une majorité PS, MRC, PC, ELV, socialiste et tutti quanti. Vous savez qui était le président du STIF à l'époque? Monsieur Jean-Paul Huchon. Vous savez qui était le vice-président du STIF? Monsieur Pierre Serre, Europe Écologie Les Verts. Alors moi, les gauchias, là, qui nous donnent des leçons de morale, c'est quand ils veulent pour un débat, parce que moi, ils me fuient sur les débats. Ok? Et quand ils savent que je suis là, ils viennent pas. C'est bizarre. Donc la privatisation ou la mise en concurrence des lignes de bus à partir de 2025 et 2032 le métro, c'est la gauche. C'est la gauche qui l'a mis en place et après elle demande à la droite d'assumer et elle leur jette la patate chaude. Mais ça n'arrange pas le problème des usagers au quotidien qui sont en train de subir ces conditions de travail. Ça, c'est des règlements de compte politiciennes, ça. Non, c'est une mise au point politicienne, si tu veux, mais surtout pour donner l'information aux gens, pour qu'ils arrêtent de se faire manipuler. Mais les gens, ils s'en foutent, mais il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui les a mis dedans. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, alors elle n'est pas contre la concurrence, au contraire, parce que l'objectif de la concurrence, c'est que les prix aillent vers le bas. Je suis pas vraiment sûr là-dessus. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre, ils sont en train de faire même machine arrière. Moi, je suis vraiment que pour la RATP continue à garder son monopole et voire même une fusion dans l'Île-de-France et dans les régions entre les sociétés territoriales comme la RATP et la SNCF pour qu'on ait un truc commun et quelque chose qui a du sens. Vraiment. Mais quant à la RATP qui refuse de se positionner sur le tramway T9, par exemple, celui de Porte de Choisy jusqu'à Orly, et c'est Keolis, la SNCF, qui le récupère. Ouais. Et en fait, en 2025, c'est la RATP qui va le récupérer. Hein. Elle récupère le dépôt de Keolis, etc. Ça en dit long. Parce que la RATP, en vérité, grâce à ses lois, ce qu'elle voulait, c'était aller prendre des parts de marché en province et à l'étranger. Par contre, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Donc, elle a été obligée d'ouvrir à la concurrence ses propres lignes. Tu peux pas avoir le monopole quelque part et aller... et c'est normal, c'est les lois de libre-échange. Alors, donc, parole aux usagers. Aujourd'hui, ils ont raison, les usagers, de crier, de ne pas être contents. Mais les conditions de travail qui ont été mises
par les différentes sociétés et les filiales de la RATP via Transdev, machin, etc., ont fait que ça a dégradé les qualités de travail. Et les gens, ils te disent, mais pourquoi tu veux que je continue à me prendre la tête? J'ai pas le statut RATP depuis le 1er janvier 2009, donc j'ai pas le 1/5e, j'ai pas les mêmes conditions que les anciens embauchés. Et franchement, autant que j'aille en province, je vais gagner un petit peu moins, mais la vie coûte beaucoup moins cher et je vais avoir une meilleure qualité de vie. Et il est là le vrai problème. Donc ils viennent, ils passent leur permis à la RATP et après ils se barrent. Et donc tu te retrouves avec une pénurie de fou. Ouais. Jamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, salut Philippe, c'est Nasser aussi. Comment allez-vous? Bonjour Jamel. C'est Amine, c'est pas Nasser. Amine, Nasser, tu sais, on va pas chipoter. Hein. Ouais, je commence à fatiguer. Philippe a dit un nom. Philippe, voilà, Jean-Paul Huchon, ex-petit éléphant du PS, qui a tenu la région pendant un bon bout de temps. 17 ans. Et qui a percé, qui a facilité l'abandon du réseau transport en commun francilien. C'est tout simplement. Donc maintenant on a des coûts, on a des réseaux à remettre en état, à développer. T'as des courses, ça coûte des sous, et derrière on a aussi un coût de l'énergie qui est sans cesse en train de grapper. Donc l'argent, faut bien le monter, faut bien le trouver. Moi, franchement, ça me saoule de devoir payer largement plus un pass Navigo. Bien sûr. Voilà, c'est clair, parce que je préfère prendre le train et ma trottinette pour aller au travail plutôt que de me taper des embouteillages sur un réseau qui est submergé, qui est congestionné. Et pourtant, je suis pas dans la petite couronne. Hein. Mais faut savoir aussi que voilà, il risque normalement, en théorie, Philippe, tu me dis si je me trompe, mais une participation à hauteur de 75% de la part des employeurs est à prévoir, non? Bien sûr. Alors, c'est justement le souhait de la présidente de région, mais pas que. D'ailleurs, tous les présidents de conseils départementaux sont sur la même longueur d'onde. T'as plusieurs maires qui sont montés au créneau, etc. Sauf que la seule façon de le faire, c'est un vote au Parlement. Et là, c'est le gouvernement. Le pire, c'est qu'Édouard Philippe, en 2020, c'est ce qu'il valide. Il dit, de toute façon, c'est indéniable, va falloir le faire. Et donc aujourd'hui, tu as une opposition gouvernementale qui veut étouffer et faire exploser la droite en général pour dire voilà, il va y avoir deux courants, celui de Ciotti et celui d'Horizon, Édouard Philippe, donc qui est plus proche de nous, donc choisissez votre camp. Et donc on va mettre des bâtons dans les roues à Valérie Pécresse, mais en vérité c'est les usagers qui trinquent derrière. C'est ça que c'est pas normal. Tout à fait. Et Valérie Pécresse, bon, peu importe le parti, les idées, etc., même si c'est loin d'être la pire de son parti, en tant que présidente de région, moi je le dis clairement, en ayant étudié par-ci par-là différentes actions, moi je dis chapeau. Concrètement, chapeau. Pour moi, elle fait son boulot. Elle fait son boulot, elle se bat. Donc, moi, j'ai pour principe de reconnaître ce qui est bon ou pas bon. Oui, alors Jamel, pardon, mais c'est difficile à entendre quand tu es, par exemple, dans un lycée. Vous savez que la région aussi a en charge les lycées. Quand tu es dans un lycée à Aulnay-sous-Bois, que tu n'as pas d'électricité, que tu n'as pas de chauffage, que les conditions sont dramatiques. Merci. Voilà, donc c'est difficile à entendre ce genre de choses. Merci infiniment de m'envoyer cette balle-là. Parce que oui, je t'en prie. Figure-toi que vous êtes tous tombés dans une putain de... Pardon, excusez-moi le mot l'ARCOM. Dans une sale fake news orchestrée par la France Insoumise. Et je vous invite, je vous en supplie, avant de me conjurer sur les réseaux sociaux, allez sur le profil Twitter de James Chéron, qui est le vice-président à la région des lycées, qui s'est rendu le lendemain avec le ministre de l'Éducation, Valérie Pécresse, d'autres personnes de délégation, Bruno Bechixa, qui est le maire d'Aulnay et conseiller départemental, ainsi que Geoffrey Carveillot, qui a été sur TPMP et qui s'est fait lyncher, le pauvre, et qu'on l'a insulté, que Bigard l'a traité dans le cul. C'est dommage qu'il m'avait pas envoyé moi, je te jure, je l'aurais fracassé en deux. Et ben figurez-vous que le bâtiment en question, c'est un bâtiment qui a réhabilité. Alors effectivement, il y a des vrais problèmes sur les toilettes qui sont régulièrement dégradées, mais il y a eu 55 millions d'euros d'investis dans ce lycée. Ils ont fait un nouvel internat, ils ont fait des nouveaux blocs extérieurs. Sauf que le seul souci, c'est que on nous a laissé au départ de Jean-Paul Huchon 470 lycées, d'accord ? Sur les 470 lycées, 270 sont à rénover complètement. Sauf que tu ne peux pas faire les travaux pendant que les ans sont en cours.
Tu ne peux pas faire les travaux la nuit parce que ça dérange les voisins, et tu peux que quasiment les faire en vacances. Et en vacances, les sociétés... En vacances tout le temps. Toutes les 6 semaines, il y a 2 semaines de vacances. Mais c'est pas nous qui faisons le programme de l'éducation nationale. Oui, d'accord. Mais d'ailleurs, ce programme est fait par des professionnels, et c'est normal que les enfants aient un temps de repos pour pouvoir avoir un temps d'apprentissage. Mais cet argument est un peu limite, Philippe, pardon. Non, c'est pas limite, c'est la réalité. C'est la réalité. Et la conséquence, c'est que t'as des gamins qui font classe avec leur... obligés de mettre leur c'est pas vrai, ça a été un montage. Je te jure, Christophe, ça a été un montage. Vous êtes dans le lycée à Aulnay, si vous êtes parents à Aulnay, appelez-nous. Eh ben justement, le lendemain, il y a une des femmes qui était présente sur le plateau, reconnaît que les vidéos ont été faites à une autre date et pas la veille, et que les journalistes de BFM ne sont jamais rentrés dans le lycée. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de cette manipulation affreuse. Il y a des vrais problèmes, et Valérie Pécresse le reconnaît, sur les lycées, et il faut les réhabiliter, les réaménager, sauf que t'es pris par la contrainte de temps. Tu ne peux pas, pendant qu'ils font cours, tu peux pas arriver avec ton marteau-piqueur et tout, et tout péter. On comprend bien, Philippe. Tu ne peux pas le faire la nuit. Mais elle n'est pas arrivée hier, Valérie Pécresse. Ça fait combien de temps ça fait 6 ans qu'elle est arrivée. Ouais. 6 ans, 270 lycées. Et tu sais comment ça se passe? Alors, je sais que ça rassure personne, ce que je vais te dire. Mais quand tu fais une appel d'offres, c'est pas, on n'est pas dans des pays où des dictatures en Corée du Nord où tu dis, bon, toi, tu le fais. T'as une étude à faire, une étude sur le financement, tu dois faire l'appel d'offres, la commission d'appel d'offres. Je sais ce que je te dis, c'est l'administration qui enquiquine tout le monde. Mais tu ne peux pas faire autrement. Et d'ailleurs, tant mieux de le faire comme ça parce que ça évite des corruptions et des systèmes un petit peu mafieux. Donc, tous les lycées seront rénovés d'ici 2030. 275 millions d'euros ont été investis en Seine-Saint-Denis. Donc, arrêtez de vous faire manipuler par l'extrême gauche qui ne veut qu'une chose, c'est le chaos dans le pays. Il y a des vraies problématiques. Les problématiques sont traitées, mais les problématiques bad buzz où tu as des hystériques qui ont défoncé Geoffrey alors qu'il donnait des vrais éléments factuels et réels, c'est juste inadmissible et c'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Merci mon Jamel en tout cas pour ton appel. Par contre, Philippe, dernière chose. Mais pas bouge pas, BFM à la suite. J'ai pas compris. J'ai dit quoi? Mais ça, journaliste et BFM, ça va pas ensemble. C'est une vieille déformation. Merci, merci Jamel. 01 40 33 9000. Alors, tiens, si on a des auditeurs qui nous écoutent à Aulnay ou qui qui ont leurs enfants qui sont scolarisés dans un lycée, parce que la région, c'est les lycées, on est d'accord, qui sont défectueux, effectivement. On a raconté n'importe quoi, selon Philippe. Non, j'ai pas dit ce que tu as dit. Non, il y a des vrais problèmes dans ce lycée. On a vu des images où les gamins sont en train de faire des classes, des contrôles avec leurs anoraks. C'était un vrai montage. Mais ils ont ouvert les fenêtres, ils ont fermé les robinets de chauffage et ils ont calé les portes. Ah mais ils sont pas idiots non plus. Mais je t'assure que ça a été un truc monté de toutes pièces par l'opposition pour alors Amine, tu réponds dans un instant par rapport à tout ce que tu viens d'entendre. Je suppose que tu as des choses à dire. Amine, ça 01 40 33 9000 si vous êtes habitant d'Aulnay ou d'ailleurs venez nous raconter votre réalité, celle du terrain, parce que parfois les élus, ils sont pas forcément sur le terrain ou pas quand il faut. Merci d'être avec nous, avec Aminsa, avec Philippe Boyaki. Alors évidemment on parle de la région qui est en charge évidemment, vous le savez, des transports, de l'augmentation du pass Navigo, de l'état des lycées. Évidemment on a vu pas plus tard qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines médiatisé par l'émission TPMP Hanouna, l'état d'un lycée à Aulnay. Philippe a donné sa version. Amine, par rapport à tout ce qui vient d'être dit là entre cet échange entre Jamel et Philippe. Non, mais qu'il y ait des établissements qui ne soient pas suffisamment entretenus, ça peut arriver, que ce soit d'ailleurs dans les lycées, que ce soit les collèges pour les départements, que ce soit les écoles maternelles et élémentaires pour les communes. Moi, j'ai vu, il m'est arrivé de voir en tant qu'élu, lors de visites, d'inauguration ou autres, des établissements qui n'étaient pas en super état. On se souvient d'écoles à Marseille il y a quelques années. D'ailleurs, ça avait entraîné un plan d'investissement important dans lequel l'État avait dû mettre des moyens pour permettre justement que ces établissements soient remis en état et que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Donc je trouve que c'est un petit peu prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette et c'est pas particulièrement ce qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Sur la question des transports, qui est éminemment plus importante, parce qu'on parle de centaines de millions d'euros, et surtout d'un sujet qui impacte vraiment tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que, en réalité, compte tenu du coût du transport pour l'usager, qui est de moins de 20% environ sur un trajet typique. Pour certains transports, on descend même en deçà des 10% parce qu'il y a d'autres subventions qui interviennent, subventions plus locales. Et on devrait,
si on veut être sérieux, si on veut notamment défendre le transport en commun, si on veut aller plus loin dans la transition écologique, si on veut évidemment avoir le meilleur service possible, il faut évidemment renforcer les financements des transports publics, que ce soit par la fiscalité ou par les subventions de l'État et des collectivités territoriales. Mais surtout, il faut maintenant qu'on aille vers le transport gratuit. Totalement gratuit, parce que je pense que c'est l'avenir. Un certain nombre de pays, notamment scandinaves, ont fait le choix du transport gratuit, et ça fonctionne. Il y a plus de monde qui emprunte les transports. Et puis surtout, quand vous financez le transport public, d'abord, vous subventionnez. C'est faisable aujourd'hui, c'est bien réalisable. Sûr que c'est faisable. En France, bien sûr que c'est faisable. On augmente des tarifs, Aline. Mais c'est sérieux. Mais Christophe, je viens de le dire. La part la part dans le budget des transports du prix imputé à l'usager est entre 10 et 20%. Oui, il faut aller chercher. Tu vas aller chercher où ? Ça veut dire que le transport public est déjà financé à hauteur de plus de 80%. Allons à 100%, mettons le paquet là-dessus, et puis ça permettra de faire des économies, notamment sur les infrastructures routières où on perd énormément d'argent. Donc, favorisons le transport public pour justement ni la région, ni désengorger. L'État n'y est favorable à ce que tu dis. Hein. Pardon ? Ni la région, ni l'État n'y est favorable. C'est l'État qui n'est pas favorable. Non, c'est l'État qui n'est pas favorable. La région, elle donne pas son avis. C'est 2 milliards sur notre budget. Ce qu'il faut, c'est que l'État prenne conscience que, de toute façon, les transports, compte tenu des investissements importants que ce soit en termes d'entretien ou de construction de nouvelles lignes, etc., ça implique des financements importants. Et donc, ça doit passer par la fiscalité. Il faut que maintenant, l'État comprenne que ça ne peut passer que par le paiement d'impôts des entreprises. Ouais, Philippe, c'est réalisable, ça ? Le tout gratuit ? Bien sûr que c'est réalisable. Oui, bien sûr. Il y a 2 leviers. Effectivement, la contribution mobilité via les entreprises, l'augmentation de 5% via toutes les collectivités territoriales, juste 5%. C'est pas 5% de ce qu'elles payent actuellement, donc ça les mettrait pas en difficulté. Et l'augmentation, bien sûr, alors ça va pas plaire à nos potes escrologistes, d'Europe Schizophrénie Les Verts, c'est les encarts publicitaires. La publicité, ça représente un tiers du fonctionnement. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, tu avais la possibilité d'avoir un téléphone gratuit avec des appels gratuits, mais toutes les 2 minutes, tu avais une pub de 30 secondes, etc. C'est un choix. En vérité, il faudrait faire un sondage ou un référendum auprès des usagers, leur dire, est-ce que vous voulez le tout gratuit ? Mais le tout gratuit, ça consiste en ça. Et on verra ce que les gens vont répondre. Ouais. Moi, je pense qu'ils sont favorables. Alors, on reste dans le transport, puisque on donne du pouvoir d'achat aux gens. Dans un instant, on va parler d'une grève qui fait grincer beaucoup de dents, celle de la SNCF, ou plutôt précisément des contrôleurs de la SNCF, qui vont paralyser une partie des trains ce week-end. Conséquence de quoi ? Eh bien, les gens, beaucoup de personnes ne pourront pas aller passer, par exemple, les fêtes de Noël en famille. Ça commence à devenir très embêtant de prendre les usagers encore une fois en otage pour des petites miettes, finalement. On en revient dans un instant sur France Maghreb 2. Quelles conséquences et quel impact sur les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année pour les usagers de la... Le LGF sur France Maghreb 2, tous les jours 16h, 18h. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aller voir sur... la chaîne YouTube de France Maghreb 2, les émissions en vidéo, si voir la tronche de nos débatteurs aujourd'hui. Celle de Philippe Bouriaki, par exemple, et de Amine Sa. On va parler... Et dites-moi si vous trouvez que j'ai maigri un petit peu ou pas. Moi, je trouve pas. Tu m'as pas dit, toi. Non, je préfère pas m'exprimer sur ce sujet. Je peux pas dire plus. 25 kilos, en plus. J'ai perdu 5 kilos, mais ça... Ah, 5 kilos ça se voit pas. Ça se voit pas. Bon, en pourcentage, ça fait combien? Allez, tout de suite, on part du côté de la SNCF. Annoncé, un train sur 3 annulé vendredi, peut-être pire samedi et dimanche. Ça fait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vont rester sur le carreau alors que c'est le week-end de Noël. Si la CGT et Sudrail n'appellent pas officiellement à la grève, ils maintiennent les préavis. Les syndicats laissent le choix à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement. D'abord, moi je présente mes excuses au nom de toute l'entreprise pour ce mouvement et ce préavis parce que, on le sait, les Français attendent depuis longtemps ce moment pour souffler, pour partir en vacances. Le directeur de la SNCF, évidemment. Alors, que peut-on dire sur cette grève ? Une nouvelle fois, les usagers sont pris en otage puisqu'on utilise des périodes charnières. Vous savez qu'en Italie, par exemple, il est interdit de faire grève en période de vacances. Je ne savais pas, je l'ai appris ce matin.
en lisant un petit peu. Quelques jours avant les vacances et durant les périodes de vacances, c'est totalement interdit de faire grève. Est-ce qu'il faudrait en arriver là? Parce que franchement, ça commence à suffire qu'à chaque fois qu'on est en période de vacances, que ce soit les compagnies aériennes ou que ce soit des agents de la SNCF, en l'occurrence là, ce sont les contrôleurs, font grève, Philippe, ça devient fatigant. Et là, pour le coup, les conséquences sont importantes puisque des familles qui ont prévu de se rassembler pour célébrer ensemble, par exemple Noël ou je sais pas, d'autres fêtes, c'est qu'en ce moment c'est Hanouka et d'autres choses, donc ne peuvent pas le faire parce que ils n'ont pas de train et que c'est annulé effectivement, et ça tombe en pleine période de Noël, donc en pleine période de vacances de fin d'année. Philippe, ces grèves à répétition, ça devient fatigant et les usagers ne les comprennent plus, ou les comprennent de moins en moins en tout cas. Alors, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Oui, d'accord. Comment ça, oui, d'accord. Oui, tu veux ma réponse ou t'en veux pas c'est un droit constitutionnel. Et en tant qu'élu de la République, moi, je protégerai la Constitution. Ça, c'est un premier point. Maintenant, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Les Français, il y a 3 choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler. C'est la Constitution, le drapeau, bien sûr. C'est la Coupe du Monde et Noël. Franchement, faire votre truc... pour avoir quelques miettes, parce qu'au pire vous aurez des miettes, gâcher le Noël de familles, de gens qui ne sont pas vus depuis des années, on sort d'après Covid, enfin je sais pas, je fais appel à l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est de dire, vous voyez, nous on pourrait faire grève, on pourrait paralyser le pays, mais on ne le fait pas parce qu'on aime notre métier, on aime notre pays, et on demande le soutien des usagers, et on fait une grève en ligne, on vous demande de soutenir une pétition en ligne. Mais comment ça serait intelligent, comment ça serait révolutionnaire? Oui, c'est la méthode. Là, c'est contre-productif, c'est pas normal, on parle d'enfants, on parle de famille, je n'aime pas... Tu sais, c'est pas parce que maintenant je suis plus catalogué à gauche que je vais renier les valeurs. Je n'aime pas le mot prise d'otage parce que je sais ce que c'est une prise d'otage et je sais ce que c'est de libérer des otages et de risquer sa vie pour libérer des otages. Donc pour moi, c'est imagé, Philippe. Oui, non, mais imagé. Moi, je veux qu'on respecte celles et ceux. Et il y a encore des journalistes. Je pense à ce journaliste malien qui a été abandonné par tout le monde, Olivier, et qui est pris en otage et dont on ne sait rien. On ne sait pas s'il est toujours vivant ou pas. Et je vois que les services du Quai d'Orsay ne font rien. Donc ce mot-là a une importance pour moi. Mais on ne peut pas pénaliser des gens qui ont travaillé très dur, qui sont serrés la ceinture pour passer quelques jours en famille et leur dire bon moi j'ai mon confort, j'ai ma sécurité de travail, donc moi je m'en fous et je vais passer mon Noël en famille. Parce que certains ils font une grève de complaisance pour avoir leur Noël parce qu'ils n'avaient pas leur Noël. Ouais. Voilà la vérité. Amine, qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Parce que alors moi je suis pas totalement d'accord avec mais pourquoi avec Philippe. D'abord parce que la seule chose sur laquelle on peut se rejoindre évidemment, c'est le fait que c'est un droit constitutionnel, le fait de faire grève, et donc il est protégé par la Constitution. Et moi j'en suis un fervent défenseur parce que c'est aussi grâce à ce droit de grève qu'on a pu obtenir un certain nombre de grandes avancées sociales dans ce pays. Donc ça, il faut quand même le rappeler un tout petit peu. Ensuite, j'ai envie de dire... le droit de grève, ça sert à quoi? Essayons de comprendre. Le droit de grève, ça sert à créer les conditions d'impacter quelque part l'activité d'une entreprise pour l'amener à négocier. C'est le rapport de force. Voilà. Donc, est-ce que vous croyez que, quelle que soit l'entreprise, que ce soit les transports ou pas, est-ce que vous croyez que faire grève au moment où personne n'a besoin de vous, ça aurait une certaine utilité? C'est évident que pendant les périodes de fête où il va y avoir beaucoup de mouvements, de mobilité dans le pays et que les gens vont rentrer soit en province pour aller faire la fête avec leur famille, soit vont se déplacer vers les grands centres parce que ils viennent pour tout un tas de raisons, eh bien c'est évidemment à ce moment-là que le gréviste aura l'impact la plus forte. Donc moi ce que je veux c'est qu'on inverse un tout petit peu la charge de la preuve, si je peux dire ça comme ça. C'est que c'est à l'entreprise de créer les conditions de ne pas se retrouver à chaque période de fête de fin d'année dans cette situation où on a des gens qui sont bloqués, qui sont des usagers qui subissent des décisions de la part de la direction de la SNCF. Donc ça c'est à mon avis c'est pas entendable, Amine, au bout d'un moment. Mais bien sûr que si, c'est entendable. Au bout d'un moment, quand t'es usager, bien sûr que c'est entendable. Attends. C'est Amine, pas, je dis que c'est pas aux usagers de subir. Qui peuvent pas aller rejoindre leur famille, et comme il l'a expliqué si bien Philippe, on est dans mais pourquoi les seuls responsables seraient les cheminots? Mais parce que ce sont toujours eux qui font grève. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas
emmerdent les gens. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Combien de jours de grève pour la SNCF? Ils détiennent le record dans ce pays. Je suis d'accord. Ce sont des privilégiés. Il y en a ras-le-bol. Non, privilégiés, on peut pas utiliser ce terme. Non, c'est pas vrai. On peut pas parler de privilégiés. Je suis d'accord. Il y a le nombre de jours de grève augmente dans ce pays. C'est une réalité. Quand t'es dans un service privé, tu fais pas grève ou sinon tu te fais virer. Christophe, le nombre de jours de grève dans ce pays, il augmente, mais il augmente notamment parce qu'il y a de plus en plus de tensions et qu'il y a des inégalités, il faut le dire, entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui font usage de leur force de travail. Donc il faut qu'on rééquilibre si on veut que la situation s'apaise dans le pays. Et donc moi je le dis, évidemment qu'on ne doit pas prendre... Changer de méthode, on doit changer de méthode, on doit changer de méthode, mais sauf que pour l'instant la seule méthode qui existe c'est celle-là. Elle est inscrite dans la Constitution. Alors peut-être qu'elle n'est pas parfaite, en tout cas elle a permis des avancées, il ne faut pas le nier. Moi je ne suis pas pour que l'on prenne en otage, entre guillemets, les usagers évidemment, mais c'est à l'entreprise de créer les conditions de maintenir au moins un service minimum le jour où ce genre de situation arrive dans le pays. Le service minimum, c'est compliqué à organiser quand t'as des mecs qui... Pourtant, il est inscrit dans la loi, le service minimum. D'accord, mais là, les syndicats ne font pas appel. Non, officiellement, les syndicats font pas appel. Le mot privilégié, je suis pas d'accord avec Christophe. La seule chose, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une garantie de sécurité du travail. Parce que c'est quand même un sacré avantage, pardon. Non mais Christophe, à ce moment-là, je t'ai dit, tu démissionnes et tu deviens cheminot, point. Point. Non mais tu peux pas railler. Il y a des postes vacants. Il y a des postes vacants d'ailleurs à la RATP, à SNCF, à Keolis. Non, parce que moi je l'ai fait. Moi j'étais machiniste à la RATP. Tu te lèves quand tu dois manger, tu manges quand tu dois dormir. Enfin t'es complètement désorganisé. Ça va. T'as 3 jours de repos derrière. C'est bon. Mais t'es un malade ou quoi? Tu t'imagines pas la tension. Ta famille travaille à la SNCF. Tu conduis invité de Jimmy Dallido aujourd'hui. Non mais attends. On s'occupera de lui demain. Non mais tu conduis un bus, t'as 150 vies qui dépendent de toi. Je veux dire quand t'es KO technique, 150 vies, c'est pas des sacs de patates que tu transportes. T'as une tension nerveuse que tu n'imagines même pas. Moi, je ne pensais pas qu'un jour que faire ce métier de machiniste m'épuiserait à ce point-là. Tu peux pas comparer un chauffeur de bus comme tu as été. C'est même pas le nombre de taf que j'ai fait, des tafs de merde. Moi, j'ai bac-3. Tous les boulots de merde qui existent dans la planète, je les ai fait avant d'être chauffeur de bus. J'ai arrêté à un moment donné parce que je me dis c'est un métier de fou. J'en pouvais plus. On s'éloigne du sujet. Je te jure que c'est un métier difficile. Tu pars en vacances une fois tous les 4 ans avec ta famille parce que c'est soit juin, soit juillet, soit août, soit septembre en roulement de 4. Tu travailles quasiment un week-end sur 2. Alors bien sûr, on le choisit, mais c'est pour ça que je dis attention, c'est vraiment pas un métier de privilégié. Quand t'as conduit 6h30, tu peux pas conduire plus parce que t'es mort, t'es plus vigilant. Et c'est pas des sacs de patates, tu transportes. Mais, une fois qu'on a dit ça, et je suis pas d'accord avec Amine quand il dit ouais quand tu fais grève quand il y a personne machin t'ennuies personne. Tu fais pas grève quand personne n'a besoin de toi. Personne verra que tu fais grève. On a besoin de toi tout le temps, on a besoin de toi toute l'année. Je veux dire des trains ils en circulent des centaines de milliers par jour. Mais cette période là quand même où les gens doivent se retrouver en famille, qu'ils ont payé, qu'ils ont réservé, qu'ils ont payé rubis sur ongle et du coup ils créent un déficit à la SNCF parce qu'aujourd'hui le président de la SNCF il a dit ils seront remboursés à 200%. C'est-à-dire qu'on vous rembourse le prix. Par ailleurs, il ne parle pas de ceux qui vont avoir des retards. Ça, c'est ceux dont les trains sont annulés. Ceux qui ont dû, et on a des témoignages, des gens qui ont dû attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Il y a une loi là-dessus, mais qu'est-ce que tu racontes? Au-delà d'une heure, t'es en partie remboursé. Il y a une loi européenne. Bah oui, bien sûr. C'est le droit commun. Là, je te parle de mesures exceptionnelles. Dans les mesures exceptionnelles annoncées par le patron de la SNCF ce matin au micro de France Info, c'était de dire ceux dont les trains sont annulés, au lieu de rembourser à 100%, je rembourse à 200%. Et les autres, on ne sait pas. Et les autres, même s'ils ont pris 4 heures dans la gueule, ils auront que le droit commun. Et au moins ils pourront aller chez eux déjà, c'est déjà une bonne chose. Oui, mais c'est pas normal de ce qui est pas normal, c'est qu'on les empêche de pouvoir se rendre en famille. Ça, c'est pas normal. Il aurait fallu des négociations en amont pour éviter de se retrouver dans cette situation. Mais ils ne peuvent pas, ils ont pas les leviers suffisants. Qui? Parce qu'il y a des infrastructures. Écoute, qui a pas les leviers suffisants? Tu sais ce qui coûte très cher aujourd'hui quand tu payes ton billet de train? C'est les infrastructures qui ont été abandonnées par l'État qu'il faut mettre. Et ça, c'est de la responsabilité du personnel de la SNCF? Non mais j'y arrive, parce qu'aujourd'hui la SNCF c'est une entreprise étatique, même si elle est une épique bien spéciale, c'est une entreprise étatique, il n'y a pas de privé dans la SNCF, même si elle a des filiales de fret, etc. Je suis en train de dire que l'entretien des voies, ça assure aussi la sécurité et la régularité. Qui a été privatisé, Philippe. Non. Si, l'entretien des voies maintenant est sous le coude et sur le point d'être privatisé. Je peux te donner l'information. Mais elle n'est pas si encore tu ne l'as privatisée. pas, elle n'est pas encore privatisée. Tu sais pourquoi elle va être privatisée?
Parce qu'il faut mettre 50 milliards sur la table pour la réfection des voies. Non, mais il y a des gens qui vont se retrouver, et moi je tiens de quelqu'un qui travaille à la SNCF, qui est très bien informé là-bas. Dans quelques années, il y aura des accidents très graves. Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des sociétés qui embauchent des mecs qui mettent sur les voies, qui ne connaissent absolument rien sur des voies, des rails. En l'occurrence, c'est des gens qui viennent pour la plupart de pays européens. Et un jour, on aura un drame. Parce qu'aujourd'hui, on a privatisé. On a déjà eu des drames. Rappelle-toi Brittany, les accidents de Brittany, c'est autre chose. Mais non, c'est le même problème. Voilà, aujourd'hui, on va avoir des drames parce qu'on est en train de, si tu veux, pour des questions financières et pour des questions de coûts, de brader l'entretien de tout ce réseau ferroviaire qui représente des kilomètres et des kilomètres à des gens et des entreprises et à des gens qui ne connaissent rien au rail. Et ça, c'est un drame. Alors, revenons sur la grève de la SNCF. On est d'accord là-dessus que, évidemment, personne ne remettra en cause le droit de grève ici, sur cette radio et sur ce plateau, on est d'accord. Moi, je parle d'un changement de méthode, Amine. Et c'est là où ça pose problème. Parce qu'on est dans une situation où, effectivement, on arrive dans une période où les gens se retrouvent en famille pour les différentes fêtes, que ce soit Noël, que ce soit Hanouka, que ce soit je ne sais quoi, ou tout simplement pour le plaisir des vacances, d'aller retrouver ses parents ou ses enfants. Aujourd'hui, on a des gens qui ne peuvent pas aller passer des fêtes de Noël parce que ces messieurs privilégiés, et j'insiste, ont décidé de faire grève et d'emmerder le monde à des périodes bien spécifiques. Et c'est là où est le problème. Changer la méthode. Bah oui, Amine, qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? On change la méthode. Mais je suis pas contre ça. Je dis juste, évidemment que les usagers ne doivent pas être pris en otage. Ils ne doivent pas subir l'impact de cette grève. Ouais, mais tu dis tout et son contraire. Non, c'est parce que vous ne m'entendez pas jusqu'au bout, Christophe. Tu disais, il faut bien que les gens fassent des grèves à des périodes où on a besoin d'eux. Tu ne m'entends pas jusqu'au bout. Je dis que le personnel de la SNCF, que ce soit la SNCF ou une autre entreprise, quand il fait grève, l'objectif c'est d'impacter l'activité de l'entreprise, de manière à ce que les responsables, les directeurs, ceux qui ont le pouvoir finalement dans l'entreprise, prennent des décisions, soit pour aller à la négociation et donc accepter un consensus, un compromis pour que tout le monde reprenne le travail, soit dans le cas où c'est pas possible, ils mettent en place un service minimum qui lui est coûteux, parce que si tu dois remplacer le service par un autre service, ça te coûte de l'argent. Donc, au final, c'est ce que je dis, il faut que les gens puissent continuer de faire grève pour impacter l'activité de l'entreprise, mais l'impact final ne doit pas être subi par les usagers. Il me semble que c'est un tout petit peu clair ce que je dis. Et ensuite, sur ce que tu dis sur la question de la méthode, moi je suis d'accord, il faut que l'on aille vers d'autres modes de mobilisation, d'autres méthodes pour se faire entendre. Aujourd'hui, malheureusement, la seule qui existe, la seule qui vaille, la seule qui a donné aussi un certain nombre de résultats, c'est celle de la grève. Et aujourd'hui, les protagonistes ont choisi de faire grève. Et notre méthode, elle est radicale. Et je sais pas si elle est d'ailleurs réalisable, mais par exemple, pour les mecs de la RATP, on dit d'accord, nous on travaille, mais tout le monde gratuit. Voilà. C'est-à-dire ah oui, voilà. Oui, mais ça, les usagers venez, prenez les transports gratuits. Comme on fait par exemple. Mais ça, ils peuvent pas le garantir. Ils peuvent pas le garantir d'abord. D'abord, ils peuvent pas le garantir. Et puis, ils peuvent le faire. Non, c'est dans le contrat de travail, c'est un motif de licenciement. C'est impossible. On y avait pensé. Tu vois, il y a des méthodes. Tu vois, les méthodes sont pas assez simples. Tu ne peux pas. Ouais. Vraiment, c'est motif de licenciement. Bon, en tout cas, il faut réfléchir à une autre méthode et surtout faire grève. Mais en attendant, pour l'instant, c'est la seule qui existe. Bah ouais, mais la seule qui existe, qui emmerde le monde. Et donc, pour éviter que le monde soit emmerdé, qu'est-ce qu'il faut? Éviter que l'impact suscité par la grève soit subi au final par les usagers. Parce que c'est ce qui se passe. Est-ce que c'est pas bien de faire une version à l'italienne, d'interdire les grèves pendant les périodes de vacances, par exemple? Non, mais. Ouais, mais là, on touche à la non, mais après, tu dis pas de grève pendant les week-ends, pas de grève le soir, pas de grève le matin. Après, tu dis pas de grève du tout. Pas de grève pendant les vacances, pas de grève à certains, au niveau Pâques, au niveau Noël, au niveau des grèves d'été. Par exemple, juillet-août, ils ont interdit de faire grève là-bas. Enfin, les amis, il y a juste un truc qu'il faut que chacun entende, c'est que la grève, ce n'est pas fait pour faire plaisir. La grève, c'est fait, ça a été créé pour susciter du désordre, pour créer du désordre, pour amener les gens à négocier. Vous pouvez pas encadrer la grève en disant on peut pas faire grève quand c'est pas possible, on peut pas faire grève à tel moment. Mais attendez, dans ce cas-là, on fait grève à aucun moment et puis il y a aucune manière de se faire entendre. Alors on va accueillir Mohamed, puisque vous pouvez nous appeler bien sûr pour prendre part au débat. Vous êtes peut-être vous usager de la SNCF, vous avez peut-être prévu de partir en vacances, en famille, de prendre le train parce que et d'ailleurs, ça coûte de plus en plus cher le train. Et on nous parle de l'empreinte carbone, mais par exemple, pour faire et c'est véritable ce que je vous dis, ça coûte moins cher de faire un Paris-Marseille en avion qu'en train, je vous le dis.
franchement. Je te le garantis. Faut que tu je nous te expliques comment tu arrives à ça. Par exemple, tu réserves un peu en avance. Moi, je suis parti à Marseille. La source. Je suis parti à Marseille avec Ryanair à 10 €, mon pote. Non, mais là, tu parles de. Ouais, mais attends, t'as dû pédaler pendant tout le voyage aussi. Mais pas du tout, mais tu dis n'importe quoi. Et là, tu parles du coup. Oui, du coup, oui. Attends, le mec, il a voyagé en soute. Tu disais que c'était moins polluant de partir en avion qu'en train. Non, j'ai dit que c'était moins polluant de partir en train. Le problème, c'est que le moins polluant coûte beaucoup plus cher. C'est tout. Oui, dans certains cas, mais c'est quand même assez exceptionnel. Là, t'arrives, tu peux aller en train. Par exemple, tu pars à mercredi, tu peux avoir un billet pour aller 50 €. Après, la bonne comparaison, c'est surtout avec la voiture. Bah oui, la bonne ça comparaison. c'est clair. Mohamed qui est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Christophe, bonsoir aux invités. Bon, qu'as-tu à dire à ces gauchos là? Hein? Y'a pas de gauchos ici. Vas-y Mohamed, je t'écoute. Oui, en fait, Amine, il a entièrement raison. S'il n'y a pas ce rapport de force, l'employeur, il ne cédera pas. Exactement. Il faut forcément, s'il ne perd pas d'argent dans l'histoire, il n'y a pas un... Mais j'ai une question à te poser, Mohamed, parce que... Attends, laisse-le finir. Oui, non, mais parce qu'il est d'accord avec moi, que t'es pas d'accord avec lui de fait. Mohamed, Amine, est-ce qu'il vous est arrivé déjà de prendre le train pour partir en vacances? Le tram? Le train. Parce que le tram, il va pas t'emmener en vacances. Non, sauf si tu vas en vacances à Saint-Denis, mais... Ouais, ça dépend. Bah voilà, la question elle est là. Si, moi ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Voilà, vous prenez votre bagnole parce que vous êtes des bobos. La dernière fois, j'ai eu un train qui a été annulé. Ouais. Je devais partir en Allemagne. Le train a été annulé, j'ai dû le faire en voiture. Bon, j'ai pas fait de scandale. Ouais, bah oui, il y avait des grèves et voilà. Ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont Ouais, pas ceci, qui mais n'ont pas cela. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont pas payés à la juste valeur. Vas-y Mohamed, vas-y parle, exprime-toi mon vieux, vas-y. Allô? Exprime-toi Mohamed, on t'écoute. Ok. Il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de faire grève aussi. Ça veut dire quoi? Ils sont dans des petites boîtes qui vont faire grève au bord du trottoir. On en voit à chaque fois. Il n'y a aucune conséquence. L'employeur dit, faites grève quand vous en avez marre, vous revenez. Ils n'ont aucun impact sur lui. Là, c'est un moyen, c'est pas que, voilà, je leur donne raison ou pas. La question n'est pas là pour moi. C'est, s'il n'y a pas voilà, je trouve pas mon mot, mais si l'employeur il n'a pas une contrainte là-dedans, eh ben il cédera pas. Exactement. Donc le moyen de pression qu'ils ont, c'est ça, c'est effectivement, c'est Noël, c'est le principe même de la grève. Le rush, voilà, c'est le moyen de pression qu'ils ont. Ouais. Peut-être que c'est pas le plus parfait, hein, mais pour l'instant c'est le seul. Non, je suis pas en train de justifier leur truc. Après effectivement, il y a peut-être d'autres méthodes. Ils l'ont fait les gars pour les autoroutes, là, ils faisaient les péages gratuits. Bah oui. Voilà, c'était un truc, c'est ce qu'il disait tout à l'heure Christophe. Il y a peut-être d'autres possibilités, mais malheureusement, si le patron, il n'a pas une contrainte, il cède pas. Ouais. Ça, c'est de la petite entreprise jusqu'à la quelle que soit l'entreprise. Donc malheureusement, c'est ce qu'ils ont... voilà, ils jouent sur ça et... Est-ce qu'on connaît au moins leurs revendications là, pour qu'on rigole 2 secondes là, parce que j'ai même pas été vérifié leurs revendications. Salaire. C'est quoi, salarial? Ça gagne combien un contrôleur à la SNCF? J'ai pas les mots. Non mais allez chercher cette info parce que vraiment il faut qu'on se pose 2 minutes quand même. Tu vois, aujourd'hui on a de plus en plus de précaires dans ce pays et t'as des gens qui gagnent, on va dire 2500 € et qui se permettent de gueuler. Donc au bout d'un moment. Non, ça tient pas cette histoire. Non mais comment ça tient pas? Voilà. Donc à partir du moment où tu payes 2500 €, tu peux pas faire. Non mais. Il y en a qui 2500 € en faisant des heures, en travaillant un travail de chien. Oui, il y en a qui travaillent au SMIC et qui font des heures en travail de chien. Donc ça franchement, cet argument, il tient pas. Il est fou. C'est fou ça. Mais tu dois ou quoi? Attends. Et là, t'es en train de nous expliquer. Attends, c'est quoi le Regarde plutôt celui qui est à côté de toi qui gagne le SMIC. Ce que je viens de trouver. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Christophe Roux propose de racheter des actions de la SNCF. Je comprends mieux. C'est fou quoi. Je suis animateur sur France Maghreb, je suis pas sur Beurre FM ou RMC. Ouah, ça commence. Mohamed, merci à toi en tout cas. On a bien compris que tu étais d'accord avec Amine ça, donc très bien. Merci Mohamed. 01 40 33 9000. Cherchez-moi le salaire d'un contrôleur SNCF s'il vous plaît. Parce que vous êtes en train de... ça commence à 1006, 1007 et ça finit à 2004, 2008, 2009 en fin de carrière, peut-être 3000 max. Mais un contrôleur, il part de Paris, il se retrouve à dormir à Lyon, il repart de Lyon, il va à Marseille, il fait à Marseille, il repart à Montpellier. Enfin, c'est pas une sinécure, le mec il est pas chez lui. Non mais d'accord, mais ça se paye ça. Est-ce qu'il existe un travail finalement où c'est tranquille, c'est le confort, tout ça machin? Non, il y a évidemment qu'il y a il y a des contraintes dans tous les métiers, c'est évident. Mais par contre, Christophe, il faut quand même qu'on se le dise. Arrêtons de
comparer les moins bien lotis à ceux qui sont un tout petit peu moins bien lotis qu'eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui se gavent dans ce pays, qui se gavent de millions, de milliards. Non, et on est en permanence en train de dire, attends juste, laisse-moi terminer. On est en train de dire, regarde celui qui est à côté de toi qui touche que le SMIC, regarde celui, et à celui qui touche le SMIC, on dit, mais regarde l'autre, il touche le RSA. Enfin, arrêtons avec ça, c'est insupportable. Les milliards, ils fuient, notamment dans l'évasion fiscale, dans la fraude fiscale, et puis on regarde toujours celui qui a triché pour économiser 10 euros, 20 euros, 30 euros sur la sécurité sociale. Évidemment que tout le monde est condamnable, mais je suis désolé, mais ce n'est pas possible d'être en permanence en train d'opposer les plus précaires aux moins précaires. Ouais, bon, excuse-moi, mais quelqu'un qui travaille, qui a du mal à joindre... les deux bouts en fin de mois et qui sont tous les deux un couple qui travaille au SMIC, effectivement c'est très difficilement entendable ce que tu dis, Amine, je suis désolé, mais au bout d'un moment parce que t'as des mecs qui gagnent 3000, 3500 euros là encore dans les raffineries qui permettaient de faire grève, qui ont foutu le bazar complet dans le pays pendant plus de 15 jours, un mois. Mais est-ce que au bout d'un moment ça suffit. Je peux te poser une question? Pose-moi une question. Est-ce que c'est de la faute de celui qui travaille dans une raffinerie qui gagne 3000 euros? Est-ce que c'est de sa faute s'il y a un couple qui gagne le SMIC à côté? C'est pas de sa faute. Est-ce que c'est de sa faute? Alors arrêtons de les opposer. Oui, mais au bout d'un moment, je veux dire, d'utiliser. C'est de la faute de ceux qui s'accaparent le capital. Je vais faire mon Jimmy Dalido, hommage à Jimmy. C'est de la faute de ceux qui s'accaparent tout le capital. Et le mec qui est au SMIC qui a pas les moyens de faire grève parce que lui il travaille dans une entreprise privée. Et il faut que solidarité, faut que les autres fassent grève. La solidarité, ça va que les autres fassent grève. C'est ce que disait Mohamed à l'instant. C'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas dans certaines entreprises à faire grève. C'est aussi pour eux qu'on fait grève pour gagner des droits sociaux pour ces gens-là. Mais c'est la vérité. Fares, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour l'équipe. Fares, tu nous appelles d'où, Fares? Moi je vous appelle de Marseille. Oui. Ah, Marseille. Il fait beau à Marseille. Allez l'OM. Bon, aujourd'hui c'était un peu gris, mais ça va, il pleuvait pas trop. Ça t'arrive va. toi avec ta l'OM, t'as Je dis à Marseille, je lui dis allez l'OM. Moi je suis tombé amoureux de Marseille. Bon, on t'écoute, Fares. Ouais, moi je suis originaire à l'origine de Normandie. Allez Normandie. Allô? Oui, on t'écoute, ne te laisse pas perturber par les perturbateurs. J'habite Marseille, mais je suis originaire de Normandie. Et donc, moi, là, j'ai fait l'impasse pour les fêtes de Noël. J'ai une fille là-bas, donc j'y suis pas allé pour les vacances. J'y suis pas allé parce que j'ai pressenti l'histoire des grèves. Et après, mis à part ça, voilà, moi, je fais partie des précaires et tout ça. Donc, voilà, c'est vrai que ma fille verra pas son père là pour les fêtes. Mais je me dis, franchement... C'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, voilà, c'est pour la bonne cause. À cause des plus précaires comme lui, il vient de le dire. À chaque fois, ils en profitent. On n'a aucun moyen de revendiquer, des augmentations salariales. Moi, je vois dans ma société actuellement, voilà, malgré l'inflation, malgré tout ça, on n'a rien eu du tout. Donc, tu fais quoi dans la vie, Fares? À un moment, il faut taper vraiment les patrons au porte-monnaie. Et puis, voilà, si ça doit faire des dégâts, c'est sûr, mais sinon, on est obligé d'en arriver là, je pense. Bon, Fares, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis éducateur dans le médico-social. T'as du boulot à Marseille, hein? Ah ouais, il y a du boulot à mort. Ouais. Mais je vois nos salaires, voilà, ils veulent pas les revaloriser, ils veulent rien faire. Tu gagnes combien? On nous a refilé le Ségur, et depuis qu'on nous a refilé le Ségur, ils veulent rien entendre au niveau des négociations salariales. Vous avez eu le Ségur, donc on veut plus vous entendre. Fares, tu gagnes combien sans indiscrétion? À peu près une fourchette? Je gagne entre 1005 et 1008. Ouais, c'est beaucoup par rapport à quelqu'un qui gagne 1002. Hein, non mais écoutez Christophe. Et c'est de ta faute Fares que certains gagnent 1200 euros. Bah oui. Mais il y en a ils sont c'est même de ta faute qu'il y a des gens qui sont en RSA. Tu devrais avoir honte Fares. Et laisse le patron tranquille. Il emmerde les gens, il emmerde personne. Laisse le patron tranquille Fares. Il fait son travail, il essaie de joindre les deux bouts Fares. Mais on est évidemment d'accord avec lui Fares. Il fait un discours à l'instant. Ouais. Schizophrénique moi. Schizophrénique. Merci beaucoup Fares. Et bonne fête. Il faut qu'il y ait toujours de la lutte et il faut qu'on ait des moyens de combattre, de pouvoir négocier, de tout ça, c'est obligé. Sauf qu'aujourd'hui, la lutte, c'est plus ce que c'était, évidemment, parce que les syndicats ont perdu toute crédibilité, mais les syndicats aujourd'hui ne représentent plus rien, n'ont plus aucun impact. Mais pourtant, au niveau des syndicats, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Les syndicats aujourd'hui ont tous été rachetés, ils mangent à la gamelle. Ils font rien pour nous. Ils mangent à la gamelle, les syndicats, ils en ont rien à foutre des gens. Vraiment, je vous le dis. Ils en ont rien. Mais après, nous, le problème, c'est que nous, les précaires, là, on va au niveau de l'inflation, on va dans les supermarchés, ils ont tous été rachetés, les syndicats. Mais nos salaires,
il n'y a rien du tout qui augmente, rien du tout. Ouais. Bon, merci mon Fares, t'embrasse, à bientôt et bonne fête à Salut Fares, bonne fête. La misère est moins pénible au soleil, disait Charles Aznavour. Je trouve que le témoignage de Fares est révélateur. Pourquoi ? Parce qu'il le dit, oui, je suis impacté par ça, oui, je vais pas pouvoir aller voir ma fille en Normandie, mais malgré ça, je verrai ma fille plus tard. Ce qui compte, c'est qu'on puisse gagner dans le combat pour les acquis sociaux. Et il se dit aussi que quelque part, lui qui ne peut pas faire grève dans son entreprise parce qu'il n'en a pas la possibilité, et en tout cas, il y a des gens qui font grève et puis ça peut l'aider aussi. Allez, dans un instant, on quitte un peu non. Ça l'aide pas, puisque s'ils faisaient grève pour dire ouais, on veut 3% d'augmentation pour toute la population française, là ils auraient le soutien de la population française. Ah oui, voilà, c'est ça. On est d'accord, Philippe. Voilà, comme quoi tu deviens raisonnable de temps en temps. Dans un instant, il fait sa mue, c'est tout. Benzema est-il le vilain garçon de l'équipe de France ? Il a mis fin à sa carrière internationale avec les Bleus. Il y a eu souci visiblement pendant cette Coupe du Monde autour du cas Benzema. On en parle avec vous au 01 40 33 9000. Certains n'hésitent pas à dire qu'il y a du racisme autour de l'affaire Benzema. On y revient avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite, ne bougez pas, c'est le Grand Forum et on parle vrai ici, avec les tripes. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, dans le LGF avec Philippe Bouriaki, conseiller régional Île-de-France, co-porte-parole national de l'écologie au centre, et Amine Saha, qui est élu local à La Courneuve et vice-présidente des élus de France, avec nous en plateau sur France Maghreb 2. Alors il y a eu cette belle Coupe du Monde, on est tous d'accord que cette Coupe du Monde a été belle, réussie, à tout point de vue, malgré les détracteurs et malgré les boycotteurs. Franchement, spécial dédicace, vous avez été très fort, 24 millions de téléspectateurs pour la finale pour TF1 avec un pic à 29 millions pour la séance de penalty. Bravo, vive le boycott. Mais l'après-Coupe du Monde est un petit peu entachée par des petites affaires qui sortent aujourd'hui. Franchement, un gros bémol aux Argentins et notamment au gardien argentin qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement grossier avec ce geste que vous avez certainement vu passer. Voilà, vous l'avez vu ou pas ? Oui, évidemment. Voilà, bon, c'est dégueulasse. Il se moque littéralement de Mbappé qui en a mis 4 dans les cages, mais bon, tant pis. L'affaire Benzema aujourd'hui qui est en train de prendre un peu d'ampleur. Karim Benzema qui, vous le savez, avait été sélectionné pour participer à cette Coupe du Monde qui était pour lui sa dernière vu son âge. Ballon d'or, fraîchement, là, cette année, qui devait participer à cette Coupe du Monde. Il y a eu une petite blessure, visiblement pas très grave. Et il y a surtout eu de la pression en interne et auprès des joueurs, notamment 2 noms qui ressortent aujourd'hui, Amine et Philippe, Antoine Griezmann et Hugo Lloris, qui n'étaient pas favorables du tout au retour de Karim Benzema. Et on sait les rapports privilégiés que peuvent avoir Griezmann et Hugo Lloris, qui est le capitaine de l'équipe de France, avec Didier Deschamps, qui a donc cédé à la pression, visiblement. On a demandé à Karim Benzema, qui lui voulait rester dans un premier temps au Qatar, pensant que sa blessure n'était pas si grave que cela et qu'il pourrait éventuellement jouer à partir des 8e, voire des quarts de finale. Il en a été totalement autrement de l'équipe de France. Du coup, Karim est parti sans dire au revoir à personne, vexé évidemment. On l'a renvoyé à Madrid et le médecin du Real Madrid a d'ailleurs été conforme avec ce que Karim Benzema pensait. Sa blessure n'était pas si grave, la preuve, il va pouvoir rejouer très rapidement. Donc, il a annoncé quoi ? Il a attendu évidemment la fin de cette Coupe du Monde pour annoncer sa retraite internationale des Bleus. Voilà, Karim Benzema. Sur cette affaire, Amine, quel est ton avis ? Est-ce que certains disent d'ailleurs qu'il y a du racisme envers Karim Benzema, que Benzema a été, vous le savez, écarté d'équipe de France pour des raisons extrasportives pendant plusieurs années, de 2016 à 2021. Comment on a traité Karim Benzema aujourd'hui, Amine, selon toi ? Depuis l'arrivée de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de football, on voit bien qu'il y a au-delà des aspects purement sportifs, il y a quand même d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de composer la meilleure équipe de France. Et ça, c'est un véritable problème parce que le seul argument, le seul critère, le seul paramètre qui doit primer, c'est celui de la qualité sportive. Vous croyez que dans d'autres États, notamment en Angleterre, en Italie, en Allemagne, vous croyez qu'il n'y a pas des scandales qui entourent les joueurs de foot ? Évidemment qu'il y en a. Mais lorsqu'il s'agit de composer la meilleure équipe
de la nation, eh bien, on ne tient pas compte de tous ces sujets-là. Et Benzema avait déjà dû en faire les frais il y a quelques années lors de la Coupe du Monde en 2018, à l'Euro 2016, je crois également. Et pourtant, Deschamps lui avait promis. Et surtout, il s'est avéré que derrière, il n'était pas directement responsable, en tout cas, de l'affaire. L'injonction de Manuel Valls, rappelez-vous quand même. Les injonctions de Manuel Valls, les échanges tendus entre lui et Noël Le Graët sur la plateforme Twitter. Enfin, tout ça, quand même, laisse penser qu'il y a dans la manière de traiter Karim Benzema en équipe de France qui pose question, et s'il est avéré que Griezmann, Lloris et d'autres, Didier Deschamps en l'occurrence, auraient fomenté pour laisser croire Benzema qu'il aurait été beaucoup trop blessé, qu'il aurait été victime d'une blessure beaucoup trop grave pour pouvoir être maintenu dans l'effectif de l'équipe de France pour la suite de la compétition, c'est juste très très grave. Et il faut évidemment que tout ça s'arrête. Il faut, à mon avis, qu'il y ait un ménage dans la Fédération française de football. Ouais, à commencer par son président. À commencer par son président, évidemment, qui, on le voit bien entre la distance que met aujourd'hui Zinedine Zidane, que met Platini, que met Laurent Blanc notamment. Tout ça participe quand même à créer les conditions de non-sérénité autour de l'équipe de France. Et donc l'Euro qui va arriver dans un an et demi à peine, dans un an et demi, il faut que l'on réorganise rapidement les choses. Je crois que Didier Deschamps doit être reçu par Noël Le Graët justement tout début d'année pour évoquer avec lui sa poursuite à la tête des Bleus. Mais il faudrait déjà qu'on se pose la question de la poursuite de Noël Le Graët à la tête de la fédération. S'agissant de Karim Benzema, moi je suis... Alors évidemment, il sait pertinemment que dans 4 ans, ce sera beaucoup trop compliqué. Moi, j'avais espéré qu'il puisse au moins participer à l'Euro dans un an et demi. Il a fait un autre choix, c'est le sien. S'il l'a fait, Amine, il l'a fait en connaissance de cause. Peut-être aussi la certitude que Zidane, finalement, ne prendrait pas l'équipe de France. Oui, sans doute aussi. Je pense que de ce côté-là, compte tenu du parcours de Didier Deschamps en équipe de France, l'objectif qui lui était fixé, c'était celui d'arriver en demi-finale. Cet objectif a été rempli. Il arrive en finale avec quand même un résultat plus que satisfaisant. Ouais. Donc, ça va dépendre de lui, Didier Deschamps, sauf s'il n'a pas envie de continuer, mais ça va dépendre quand même de Didier Deschamps. Il aurait dit aux joueurs que c'était sa dernière compétition, mais bon. Après, on le saura très très vite, puisqu'il doit rencontrer Noël Le Graët tout début janvier. Ouais, Philippe, par rapport à l'affaire Benzema. Moi, je suis scandalisé. Je comprends tout à fait. Tu sais, moi, je fais un parallèle avec l'affaire que j'ai vécue l'année dernière, parce qu'il y en a des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais vas-y, lâche l'affaire, qu'est-ce que tu te prends la tête ?» Je lui dis, est-ce que tu as de l'honneur et de la dignité? Le mec, il me dit, je comprends pas. Pourquoi tu me poses cette question? Je lui dis, parce que si tu as de l'honneur et de la dignité, ça sert à rien que je t'explique. Tu peux comprendre ce que je ressens. Si tu n'as pas d'honneur et de dignité, ça sert à rien que je t'explique non plus, parce que je vais me perdre mon temps à vouloir t'expliquer quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Cet homme a été humilié, a été outragé, a été bafoué. C'est le ballon d'or. Ouais, le meilleur attaquant au monde. Ce type est adulé en Espagne. C'est un demi-dieu et je ne veux absolument pas blasphémer les croyants et les croyantes quand je dis ça. C'est pas possible. Moi, j'étais un sportif de haut niveau, mais dans un autre sport. T'as une blessure qui mérite que tu sois écarté de la Coupe du Monde. Quelques jours après, tu t'entraînes avec l'équipe de Madrid. C'est que cette blessure pouvait être résorbée, ou en tout cas, dès qu'il a pu reprendre les entraînements, je suppose qu'il a dû prendre le téléphone et appeler, dire, bon, en fin de compte, les médecins ici, parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait un autre diagnostic à Madrid, où on se dit, c'est bon, tu peux remettre les crampons et y aller. Donc il a été délibérément écarté. Alors pourquoi on l'a sélectionné? Pourquoi on l'a fait venir pour l'humilier? C'est honteux et scandaleux. Moi, je veux des réponses. Ouais. Je suis pas un spécialiste en foot, je n'y connais pratiquement rien. J'aime le foot lorsque c'est l'équipe de mon pays qui porte mes valeurs, et parce que je suis avec mes potes et qu'on passe un super moment avec des copines, etc. Et c'est une ferveur populaire qui a rendu des gens, des millions de gens, des milliards à travers le monde heureux pendant cette Coupe du Monde. Absolument. Et je veux rendre un grand hommage à cette super belle équipe du Maroc qui nous a fait vibrer et qui nous a fait pleurer. Mais ce qu'on a fait à Karim Benzema là, c'est honteux. J'irai pas jusqu'à dire c'est du racisme, parce que quand tu vois la compétition de l'équipe de France, voilà, pour être raciste, enfin, il peut y avoir des racismes. La xénophobie envers des Maghrébins, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des Maghrébins.
Ouais, il y a toujours eu des problèmes d'ailleurs avec les Maghrébins. Vous prenez Samir Nasri, vous prenez. Voilà, à part Zidane, je veux dire, qui a fait l'unanimité, mais bon. C'était une autre époque. C'était une autre époque, c'était l'époque Black Blanc-Beurre, mais Zidane, on lui a pardonné un coup de boule qu'on n'aurait peut-être pas pardonné à quelqu'un d'autre. Philippe a raison, c'est-à-dire l'esprit Black Blanc-Beurre qu'on a connu il y a 25 ans, en fait, il n'existe plus en équipe de France. C'est clair. Et la politique, l'environnement, finalement, parce que finalement, le foot, c'est de la politique, alors. Bien sûr que le sport, de manière générale, c'est de la politique. Évidemment, je rappelle quand même que l'ancêtre du sport, c'est quand même les arènes, c'est quand même la romantique, c'est Athènes, etc. Donc évidemment qu'il y a un lien direct entre le sport et la politique. Et puis par ailleurs, entre les années 90, fin des années 90 et aujourd'hui, le climat dans le pays n'est pas le même. Ouais, le climat dans le pays n'est pas le même. D'abord parce qu'il y a eu un événement majeur dans le monde qui est le 11 septembre 2001. Il y a eu tout un tas d'événements en France. Il y a quand même un certain nombre de chaînes qui véhiculent la haine au quotidien du matin au soir et du soir au matin. Donc il n'y a qu'à voir comment les sujets ont été traités dans le cadre des festivités qui ont suivi les victoires de l'équipe du Maroc. Donc on le voit bien, il y a une volonté claire dans le pays et je pense que l'équipe de France et la Fédération française de football, elle n'y est pas étrangère. Elle ne peut pas y échapper. Donc voilà, tout ça a une incidence sur le fonctionnement de la Fédération et de l'équipe de France. Mohamed est avec nous, 01 40 33 9000. Bonjour Mohamed. Mohamed. Bon, il s'est barré lui. Ça y est, 01 40 33 9000 pour nous dire évidemment ce que vous nous pensez de cette affaire Karim Benzema. On commence à avoir. T'es sûr que Zidane va pas reprendre les rênes de l'équipe de France? À ce stade, on n'a pas d'informations. Parce que si Zidane reprend les rênes de l'équipe de France, je pense que Benzema revient. Bah oui, mais le problème c'est qu'il a annoncé sa retraite. Donc si Benzema après, il peut changer. Zidane avait annoncé sa retraite, il était revenu en Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Regarde Ronaldo. Hakim Ziyech avait annoncé sa retraite aussi. Ouais. Avant que Vaïd ne soit débarqué, bien sûr. Ouais. Donc, mais franchement, c'est jamais définitif. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je comprends la réaction de Karim Benzema. Super beau parcours de cette équipe de France, mais il manquait Benzema. Il manquait Benzema, bien sûr. Et puis après, sincèrement, sportivement parlant, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais Karim Benzema est un immense joueur et ça, personne peut le contester. Mais en équipe de France, excusez-moi, il n'a rien prouvé. Parce qu'on l'a jamais laissé le temps de prouver aussi. C'est mon équipe de hockey nationale, j'ai jamais rien prouvé. Il est rentré en 2007, il était très très jeune pour sa première sélection. Il a loupé toutes les grandes compétitions à part la coupe. Je sais plus comment elle s'appelle. Non, la coupe. Il y a une coupe spécifique là. Donc toutes les grandes compétitions, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, à chaque fois il en a été privé. Il a quand même un but tous les 3 matchs, puisqu'il met 37 buts en 93 ou 94 sélections, je sais plus. Donc on peut pas dire que c'est un attaquant pas très proliférant en équipe de France. C'est une longue période où il n'a pas marqué un but. Bon bref, alors quoi qu'il en soit, pourquoi t'as marqué un but toi? Rien. Bah oui, bien sûr, je t'en marque des buts toi. Mohamed. Oui. Mohamed. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Karim Benzema alors. C'est moi là? Bah oui, non, c'est ton frère, Mohamed. Voilà, c'est Mohamed 7, c'est Hassan 3, hein. Bon, je ferme ma parenthèse. Alors, bon, allez, on va réfléchir bien. Oui. Moi, c'est la génération 82. Hein. Tout le monde connaît qu'est-ce que c'est la génération 82. 2-1 contre l'Allemagne. Oui. Voilà, classe. Donc là, je vais vous donner un exemple. En arabe, on dit un homme d'honneur. C'est ça. Pour ne citer que lui. Il avait des millions et des milliards à gagner pour prendre la nationalité française et jouer dans l'équipe de France. D'accord? Oui. Alors après, bon, on fait l'histoire, mais on regarde au rétroviseur. Hein. Bon, donc après, lui, il a choisi de faire l'armée algérienne et le drapeau algérien, jouer l'équipe nationale et garder le PSG. Bon, non, nos amis là, moi je les appelle les enfants d'Anon là. Il y en a quelques-uns. Quelques-uns pour leur carrière, disons, on va mettre l'exception Zidane, hein, parce que c'est une exception. Qu'on va jouer dans l'équipe de France, tout ça. Moi, je les appelle les Arabes du service. Ils méritent leur sort. Non, tu peux pas dire ça. Mais attends, Mohamed. Mais non. Mais non, il est franco-algérien. Non, Mohamed. Les Arabes du service. Mais non, arrête de dire ça. Mais non. Mohamed, t'as craqué là, Mohamed. Mais non, arrête. T'as craqué, Bayo. Ah non. Ouais, tu peux pas dire ça. Si les gens ils veulent être courageux, ils bloquent l'autoroute et vous allez voir si les ministères ils vont pas négocier.
Oui, je vois pas le rapport. Et mais sinon, tout le monde se les lâche. Ouais. Ça marche. Bon, merci infiniment ton Mohamed. analyse, Mohamed, franchement, je trouve un joyeux peu... Hanouka, joyeux Noël, bonne fête de l'Aïd. Non, il est en avance, là, il est en avance sur son temps. C'est un peu dur, ce que tu dis, franchement. 01 40 33 9000, évidemment, on parle de l'affaire Karim Benzema, qui n'a pas fini peut-être d'être révélé. Hein. Philippe, tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, si c'est avéré, il va falloir que des têtes tombent, quoi, que des responsabilités soient données. Non, mais des responsabilités, que tout soit sur la place publique, et je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Mais une chose est claire, je voudrais juste rebondir sur ce que a dit Mohamed par rapport aux armes de service. À Zidane, on ne lui a pas fait ce procès, de ne pas avoir choisi entre l'Algérie et la France et d'avoir joué pour la France. Je vois pas pourquoi on ferait ce procès à Karim Benzema et à d'autres. Ils sont franco-algériens, ils ont choisi l'équipe de France, et franchement, moi je suis franco-algérien. T'as plus de chances de gagner. Écoute. Moi j'ai été contacté à l'époque par l'équipe nationale algérienne de full contact et de kickboxing. J'ai choisi celle de l'équipe de France parce que j'avais pas les mêmes moyens pour m'entraîner. Il n'y avait pas les mêmes moyens financiers, il n'y avait pas la même prise en charge, etc. Faut être complètement honnête. Entre une fédération qui a pas beaucoup de moyens, qui dit viens pour l'honneur, machin, etc. Ou pour la fierté, pour la gloire, quand tu passes 97% de ton temps en France, il est normal que tu défendes plutôt et que tu intègres plutôt l'équipe de France qu'une autre équipe d'un autre pays, que tu sois franco-algérien, franco-argentin. Pourquoi Pourquoi depuis partagé? Mais parce que on peut faire le choix que l'on veut. Oui, bien sûr. Non, mais le choix, il est vite fait. Attends, laisse-moi finir. Ceux qui font le choix, tu as raison, il y a plus de moyens, etc. Ah oui. Mais analysons juste le parcours de l'équipe du Maroc. Cette situation c'est exceptionnel, Amine. C'est exceptionnel, mais si ça serait moins exceptionnel s'il y avait d'autres, et moi je ne reproche à personne, si plus de joueurs faisaient le choix de jouer avec les sélections africaines. D'être avec nous en direct, on a été coupé par la pub, je commence à en avoir ras-le-bol de cette pub. Ça marche bien. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il coupe même pas l'heure et que ça coupe déjà. Le capitalisme, on a ras-le-bol. Vive Jimmy Dalidou, vive le CGT, la CGT. Voilà. Vive les gauches. Alors, Amine disait quelque chose d'intéressant juste auparavant. Ça m'arrive parfois. Oui, bah oui, ça t'arrive, mon Amine. Sur le fait, par exemple, Karim Benzema, il aurait pu jouer en équipe d'Algérie. Il a fait le choix de jouer en équipe de France. C'est son choix, évidemment, et ça se respecte. Mais aujourd'hui, si ces joueurs, effectivement, faisaient le choix, par exemple, de privilégier leurs racines, leurs origines, Amine, c'était un peu en substance, ce que tu es en train de nous dire là. Mais on doit pas leur reprocher. Ah ben non. C'est-à-dire, bien entendu. Moi, je m'en cache pas. Hein, je suis un binational. Oui. Je suis évidemment français. Je suis aussi évidemment marocain, avec tout ce que ça implique de marocanité. Ah ouais. Mais tu le découvres. Mais personne n'est parfait, mon cher Philippe. Non mais heureusement que t'es pas algérien. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun doit faire les choix qu'il souhaite faire, et personne ne doit pouvoir le reprocher. Bien sûr. Mais il faut se le dire. Il y a un certain nombre de talents qui ont été gâchés, et Benzema fait partie de ces talents gâchés, qui une fois sélectionné en équipe de France a été totalement gâché par l'équipe de France, alors qu'il aurait pu peut-être faire le choix de jouer en équipe d'Algérie, et sans doute qu'il aurait été traité avec plus de respect que la manière dont il a été traité en équipe de France. Et c'est le cas pour d'autres joueurs, hein. Et c'est pas spécifique à l'Algérie ou au Maroc, hein. De manière générale, quand même, dans toutes les nations européennes, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Espagne, au Portugal, ils font le choix des équipes européennes parce qu'il y a évidemment la question des moyens Philippe évoquait, et c'est tout à fait entendable et tout à fait compréhensible. Mais derrière, quand ils sont sélectionnés une fois, deux fois, et puis ils sont plus jamais rappelés et qu'ils peuvent plus jouer en sélection nationale africaine, et ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait des joueurs dont on a gâché la carrière internationale. Bon. Voilà, et donc les joueurs, je parle pour ceux qui rentrent en centre de formation aujourd'hui, qui sont les futures pépites de demain, je leur dis attention, faites le bon choix, parce que vous allez voir que la sélection et la concurrence en équipe internationale européenne est bien plus importante qu'en Afrique, et peut-être que vous avez aussi la possibilité de tirer vers le haut tout le football, et c'est valable dans le football mais dans d'autres sports aussi, vous allez pouvoir tirer vers le haut d'autres pratiquants du football et d'autres sports dans vos pays natifs. Merci Amine sur ce sujet. Alors dans un instant le quiz, pour l'heure c'est Mam, la belle histoire des génériques, consacrée à une émission que vous avez certainement regardée puisque vous êtes tous un peu âgés, surtout Philippe. Tournée manège à l'époque, hein. T'aimais bien, hein, tu fantasmais sur Fabienne Le Gall à l'époque, hein. Et Evelyne Leclerc et compagnie. De ouf. La belle histoire des génériques.
Tournée Manège, 1985-1993. Il y a 2 jours, en parlant à ma collègue Stéphanie de l'émission qui l'a marquée autant jadis, elle me répondit « Tournée Manège ». En somme, la belle histoire des génériques vous conte succinctement l'histoire de Tournée Manège, émission de jeu diffusée sur TF1 entre le 9 septembre 1985 et le 4 juillet 1993. Inspirée du célèbre concept américain The Dating Game, créé par Chuck Barris, elle fut diffusée entre décembre 1965 et septembre 1999. C'est le producteur français Jacques Antoine, le célèbre créateur du Schmilblick, de la chasse au trésor ou encore de Fort Boyard, qui eut l'idée d'importer ce concept en mélangeant divers jeux de couple afin de terrasser la concurrence de l'époque. Tournée Manège, l'ancêtre du speed dating, propose pendant 35 minutes différents jeux en lien avec le couple pour que les futurs partenaires se découvrent au travers de questions-réponses jusqu'à la phase finale de la découverte des futurs tourtereaux pour plus si affinité. Présentées par Evelyne Leclerc, Fabienne Egal, elles furent accompagnées par Charlie Oleg et Simone Garnier. Une version modernisée sera présentée par Sébastien Coé entre 2009 et 2010. Célèbre sketch des Inconnus, Tournée Ménage aura participé à la popularité de Tournée Manège. Sur une musique signée Bruno Lorenzoni, voici le générique de Tournée Manège 1985-1993, puis 2009-2010, TF1. Tournée Manège, aujourd'hui, dans un instant de quiz et le zapping, avec un petit truc assez marrant du côté de Toulon. Enfin, marrant, ça aurait pu... Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, dans le LGF en vidéo sur la page YouTube France Maghreb 2 pour voir la tête de nos débatteurs. C'est pas toujours très réjouissant, il faut se le dire. Place au quiz. Le quiz. Première question. Vas-y. Qu'est-ce qui vient d'être dévoilé en Angleterre et qui entrera en fonction dès l'année 2023 ? Oh. Dévoilé, oui. Un aéroport. Non. Un avion. Non. Donne-nous un indice. C'est de la monnaie. C'est la nouvelle monnaie avec le roi. Avec le roi, Charles. voilà. À l'effigie du roi Charles III, effectivement. Qui a annoncé porter plainte après les insultes racistes contre les joueurs de l'équipe de France la Fédération française de football. Absolument, pour une fois qu'elle fait un truc bien. En particulier contre les 2 joueurs, Coman et Tchouaméni, qui ont raté les pénaltys. Évidemment, ils ont subi, je crois qu'il y en a un des 2 qui a dû fermer son compte Instagram. Ah oui. Tu peux pas bloquer les commentaires? Si, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont limité les commentaires. Ouais, c'était violent. Qui a été condamné? Quelle société a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris à une amende de 1 million d'euros pour avoir imposé des conditions déséquilibrées. Voilà, merci, déséquilibrées aux développeurs d'applications. Facebook? Non. Google? Non. Une entreprise française? Non. C'est pas une entreprise française? Non. Insta? Snap? C'est pas un réseau social? What? Non. Google? Non. Non, je l'ai dit. Ah. J'ai tout fait. Mon pitch Amazon. Attends. La marque à la pomme. Apple. Ah, bah, je l'ai dit. Oui. Non, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit Apple? Non, tu l'as pas dit. Non. Dans quel pays, les amis, les habitants peuvent désormais se rendre au travail en étant contaminés au Covid? En Chine. Enfin, en tout cas, on a les symptômes. Effectivement, c'est ce qu'ont annoncé les autorités en Chine. Bonne réponse. Ah, ils sont chauds. Ils ont levé les restrictions. Ah bah oui, complètement. Ça devenait complètement dingue. Et enfin, qui a révélé avoir signé, il y a 10 ans, une lettre de démission dans le cas où des problèmes de santé l'empêcheraient d'exercer sa fonction? Ah, attends, j'en ai entendu parler en plus. C'est un haut personnage religieux. Religieux. Le pape, l'imam le pape François. L'imam Chagoumi. Non, le pape François. Lui, il faudrait le faire démissionner Manu Militari. Démissionner de quoi? Il est quoi, lui? C'est un ami. Oh, vous parlez pas comme ça de mon ami maintenant. C'est devenu mon ami. Je l'ai rencontré, il m'a dit comment tu vas, mon ami. Donc maintenant, c'est mon poteau. Allez, place aux zapping. Je peux pas dire parti. plus. Vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner par
Parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? C'est pas ça qu'on les reconnaît. Bon, qui arrête de bouger la table, tu vas tout faire tomber, au bout d'un moment. Alors, dans le zapping, une question que j'avais posée d'ailleurs dans le quiz hier, cette affaire incroyable qui s'est passée à l'hôpital de Toulon. Écoutez. L'octogénaire s'est présenté aux urgences avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans son anus. 9 cm de large, 19 de long, une belle pièce, on peut le dire comme ça. L'octogénaire explique avoir trouvé l'obus chez son frère et il n'explique pas vraiment comment il s'est retrouvé coincé. Problème, si l'homme assure que l'obus est bien démilitarisé, les médecins n'ont pas le choix. Dans le doute, il faut appeler les démineurs. Ils ont appelé des mineurs et ont fait évacuer en partie l'hôpital de Toulon parce que je rappelle, cet homme octogénaire donc s'est introduit dans son anus, donc dans son rectum, un obus. Je sais pas si c'est introduit ou s'il a glissé. Non, mais arrête, on lui a tiré dessus. C'est hallucinant. Attends, t'as des éléments qu'on n'a pas là. Ouais. Tiens, on parlait des gens qui utilisent un peu l'argent et qui font des petites magouilles. Tiens, il y a l'exemple d'un infirmier libéral à Marseille. Écoutez bien. Un infirmier libéral marseillais qui, pendant 5 ans, a causé un préjudice colossal à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Plus de 860 000 € d'argent détourné entre 2016 et 2021. Cet as de la fraude a multiplié les fausses déclarations. Rendez-vous compte, il a facturé plus d'1 millier d'actes de soins imaginaires, avec à l'appui des prescriptions médicales falsifiées, ainsi que des indemnités kilométriques pour des déplacements fictifs, y compris en les majorant les jours fériés. Alors vous allez défendre ça, vous ? Franchement ? Non, c'est indéfendable. C'est indéfendable, on est d'accord. Voilà, incroyable. Ben, c'est comme, comment il s'appelle, tu sais, l'escroc là, qui passe souvent chez Hanouna. Marco Lemoni. Oui, mais lui, il est invité partout, alors qu'à la base, c'est un escroc en fait. Oui. Mais il a pas volé l'argent public. C'est pas de l'argent public. C'est pas de l'argent public. Pas l'argent public. T'es sûr de ça ? T'es sûr de ça ? Oui, monsieur. T'es sûr de ça ? Oui, monsieur. Tu veux qu'on remonte à la source ? Non. C'est la fraude à la TVA. Merci. Non, mais c'est un poteau, moi, ça. C'est mon poteau. Mais poteau de quoi ? Je suis d'accord, mais pourquoi il est sur tous les médias ? C'est un cadeau de Noël, les gars. Parce que c'est un homme d'affaires. J'ai un cadeau de Noël pour vous. Un beau cadeau de Noël. Vas-y. Vous allez avoir de l'électricité. Une bonne nouvelle qui nous vient de RTE. L'hiver 2023-2024 se présente finalement de manière un peu plus favorable en matière d'approvisionnement en électricité. Le gestionnaire de réseau de haute tension a indiqué ce matin que les risques de coupure de courant seraient moins élevés en janvier. Des prévisions rassurantes en grande partie dues à la sobriété des ménages et des entreprises. En clair, cet hiver, jusqu'à 3 alertes rouges pourraient être déclenchées. C'est moins que prévu. Alors ça s'explique par cette baisse de la consommation d'électricité, bien au-dessus des prévisions. Les stocks hydrauliques sont aussi au plus haut. Et puis, on peut compter sur plus de production nucléaire. Voilà, bah voilà rassuré, tout le monde est content. Raconter autant de salades aux gens et ils y croient sans aucune. Mais non, il n'y aura pas de coupure. Il n'y aura pas de coupure, mais ça d'abord on le savait qu'il n'y aurait pas de coupure. Et puis surtout, là, vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. Elle vient de nous expliquer, c'est parce qu'on a fait des économies avant, qu'on va pouvoir tenir après. Sauf que l'énergie électrique, on ne la stocke pas. Donc il va falloir m'expliquer comment on stocke de l'énergie électrique. Dans l'air, mais bon. Et puis on nous explique aussi, c'est parce qu'il y a eu des électrons qui sont stockés dans une salle. Il y a une baisse considérable aussi. Les gens ont fait des efforts, ils ont fait ce qu'il fallait. Et donc ils vont continuer à faire des efforts. Donc c'est la projection de leurs efforts. Donc continuez à le chauffer à 19 Merci, degrés. Monsieur le Président, merci. Merci au chèque énergie, comme ça vous allez pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Merci. Tu te présentes ou pas? S'il y a une dissolution, tu y vas ou pas? Non, mais je veux plus faire de politique. Pourquoi? Pourquoi? Je plaisante, c'est pas vrai. J'ai eu peur. Et toi, tu y vas, toi? Non, législative, j'y vais pas. Pourquoi? Non, mais parce que c'est pas une élection qui m'intéresse. Non, tirer avec qui? Si t'as pas d'investiture, Tirer avec qui? Mais je soutiendrai. Qui? Sur ma circonscription, je voudrais n'importe qui du monde qui fait battre la candidate de la France Insoumise. Même le Front National, je les soutiens. Non, mais arrête, Philippe. Oui, carrément. Tu peux pas terminer là-dessus. Marine, je suis disponible, là, je suis sur la place. Quelle indignité, monsieur. Quelle indignité, vraiment. Monsieur Boyaki, franchement. Vous étiez à l'âge de gauche et maintenant vous avez changé. T'as changé, Philippe. On appelle le retournement de veste en politique. Ouais. En voici une illustration parfaite. On pourrait terminer avec le générique de Jacques Dutronc, l'opportuniste. L'opportuniste. Voilà. T'as raison. Il y a un an, j'étais mort
et enterré. Aujourd'hui, je remets des titres de champion de France. Alors l'opportunité, s'il te plaît, non, pas moi. Oui, bah voilà. Bon, alors... Non, mais je ferai battre la candidate de la France Insoumise parce qu'elle est insupportable. Ah ouais. C'est pas la candidate de la France Insoumise, c'est cette candidate qui est insupportable. Oui, mais en plus, la France Insoumise aussi.